Donnez-moi un B, donnez-moi un G, donnez-moi 4 M, B comme Brigitte, G comme Genius, M comme Mégane, Maximilien, Martin et Menro. Cette intro a été entièrement préparée. Ça s'applaudit. Merci. Alors là, comment il est beau! Les Avengers du cinéma et des séries, ils sont en plateau en ce dernier mardi de la semaine pour Allociné l'émission. Bien sûr, comment ça va les amis? Ça va, j'avais pas réalisé qu'il y avait autant de M dans le... En faisant la liste, je me suis dit, tiens, c'est marrant, une cheerleader s'en donnera à cœur joie. Voilà, il y a eu les 3 T, on peut tenter les 4 M. Tout à fait. Et M comme Max von Sydow. Oh, il est bon, il est très belle transition. Voilà, Max von Sydow qui nous a quittés. Donc Max von Sydow pour les plus jeunes, c'est évidemment Star Wars épisode 7 et Game of Thrones, la corneille aux 3 yeux. Mais le monsieur a quand même 190 films avant dans sa carrière qu'il a démarré fin des années 40 si je me trompe pas. Et juste évoquer pour chacun et chacune d'entre vous, Max von Sydow, s'il reste une image, un rôle. Commence de quelqu'un qui est fan de Max von Sydow. Mais est-ce que je peux en prendre 2 vite fait ou pas? Tu peux en prendre c'est vrai que sur 180, tu peux taper. En fait, j'ai vraiment 2 souvenirs. J'en ai un vraiment d'enfance, parce qu'en fait, il a joué dans un des premiers films que j'ai vu au cinéma. Mais je l'avais vu, donc, je sais pas, début des années 80. C'était Ming dans Flash Gordon. Oui, Yao Ming. C'est avec sa moustache là, comme ça. Et ça, c'est une image qui m'a marqué. Enfin, ce film m'a marqué déjà tous les films qu'on voit petits. Et l'autre, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, une de mes adaptations préférées de Stephen King. Il jouait dans Le Bazar de l'Épouvante. Ce propriétaire de magasin démoniaque. Pas mal, franchement pas mal du tout. Tu te donnais ce dont tu rêvais le plus, mais il y avait un prix à payer. C'était un peu le Faust. Ton âme. Exactement. On fait Batman. J'ai sorti un peu de Christian Bale. De Max von Sydow. Prenez la parole. On célèbre ce grand monsieur pareil du que cinéma. Martin, mais à la télé, c'est la première fois que je l'ai vu, c'était dans Flash Gordon. Et sinon, mes films préférés avec lui, il y a Minority Report, qui est un de mes films préférés ever. Et le 7e saut, ça fait un peu bien de dire j'ai adoré le 7e saut. Vraiment, j'ai adoré le 7e saut que j'ai découvert en C'est vrai que ça fait un peu bien. Il n'y avait pas les meilleures tortures dans celui-là. Non, dans Saut 6, c'était mieux quand même. Mais après, voilà. 7e saut. Oui. Non, bien joué. Mais ça va loin. Merci. On démarre sur des bases d'humour. Non, mais le 7e saut, on peut se dire, voilà, c'est grand film, tu sais, c'est genre les grands classiques intouchables du cinéma. Et en fait, non, c'est vraiment bien, c'est vraiment très beau, très intéressant. Donc Minority Report, 7e saut. Et c'est court. J'ai vérifié la durée tout à l'heure parce que j'avais un souvenir comme film de Bergman noir et blanc. Ça dure 4h50, c'est chiant. 1h36. Et oui, ça fait genre 15 minutes par saut. Voilà, donc redécouvrez. Ils sont pas très longs les films de Bergman. Mais non, alors qu'on a une image de trucs interminables. Il y a juste Fanny Alexandre qui dure 3 heures, mais le reste, ça va, ça passe bien. Je te rejoins sur Minority. C'est vrai que c'est un grand film. Ça aurait un chouïa vieilli quand tu le revois. Alors non, moi je l'ai revu récemment. Le propos, tu te dis, finalement, c'était assez visionnaire, malheureusement. Oui, bien sûr, mais effets spéciaux, mais c'est vrai que le grand film est évidemment un classique parce que je suis fan aussi de films d'horreur. L'Exorcist, qui reste toujours encore aujourd'hui. Franchement, tu peux dire ça a vieilli. Franchement, c'est toujours là. Ça fait bien flipper, toujours. Et en plus, quand tu sais que sur le tournage, c'était un tournage évidemment. C'était un documentaire. Faut pas jouer avec ces conneries, j'ai toujours dit. Faut pas jouer avec ça. Donc, l'Exorcist, il m'a régalé. Voilà. Ouais, je dirais l'Exorciste aussi et Shutter Island que j'ai revu récemment. On oublie Shutter Island. Il a fait tellement de trucs. Et on oublie aussi qu'il était dans Vercingétorix. On oublie Vercingétorix. Lui aussi aimerait l'oublier. Avec Christophe Lambert, tu veux dire? D'accord. Celui avec Christophe Lambert? Oui, tout à fait. C'est ça qu'on voit les montres, les cascadeurs. Je connais toutes les anecdotes sur ce film, c'est un vivier. Il joue pas dans Shutter Island? Dans Shutter Island, j'ai oublié, il joue quel rôle? Ouais, je sais plus justement. Mais si. C'est pas dans les flashbacks? Non, il un des docteurs, un des psychiatres de l'unité de confinement, tout à fait. Et Menro, tu ne t'étais pas encore exprimé. Ouais, Mégane non plus d'ailleurs. Mégane non plus. Oui, mais moi je rejoins un peu tout le monde en fait. Mais c'est surtout l'Exorciste, moi, qui m'a marqué en tant que grande fan de films d'horreur aussi. Magnifique, hein. Ça vieillit jamais ce film, c'est grand. Il a pas fait le 2. Il a des scènes dans le 2, mais je pense que c'est des scènes un peu récupérées. Le 2 est quand même pas très bien. Pas terrible. Moi, je me permets de faire un tout petit peu d'histoire. Les films Star Wars ont... Il y a des gens qui se disaient c'est bizarre que ce soit pas sorti encore. Il y a quand même une tradition dans les films Star Wars d'avoir un acteur iconique qui vient faire un rôle secondaire. On a eu évidemment Alec Guinness dans la première trilogie. Et Peter Cushing. On a eu Terence Stamp même qui est venu faire le roi de l'univers, le patron de l'univers dans l'épisode 1. Et ils ont essayé de refaire ça dans l'épisode 7 avec Max von Sydow, donc il joue un mec qui s'appelle Lor San Tekka. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient. Voilà, donc c'est une parfaite illustration de cette nouvelle trilogie, mais ça n'enlève rien au rôle en l'occurrence. Donc voilà, moi Et puis c'est le premier acteur qui parle dans cette nouvelle trilogie. Tout à fait. La première réplique de la nouvelle trilogie, c'est lui. C'est ça. Les dernières
aussi d'ailleurs. C'est sa dernière réplique, je pense, du film. Et du coup, donc voilà, je cite ça de manière un petit peu troll, mais sinon, non, c'est dans Conan le Barbare de 82 avec Schwarzy, de John Milius, où il joue le roi. Alors j'ai oublié le nom. Osric. Le roi Osric. Voilà, donc ça fait partie des moments un peu forts du film. Donc je le retiendrai là, évidemment. Et si vous aimez Max von Sydow et que vous voulez redécouvrir sa carrière, on a une très chouette interview réalisée par Olivier Palaruello de la rédac, qu'il avait rencontré il y a 2-3 ans pour l'enregistrement de Skyrim 5. Oui, c'est vrai qu'il fait Ça existe. Et en fait, il avait un rôle. Il avait un rôle, ouais. Et on lui avait parlé de ses 10 plus grands films. Et en fait, il revenait chaque fois sur chacun des films avec une anecdote. Et il racontait notamment que sur Conan le Barbare, il a une scène où son personnage meurt, mais qu'on n'a jamais vu parce qu'elle a été coupée au montage. Que sur certaines prises, il n'y avait pas assez de sang. Sur d'autres, il y avait trop de sang à la Kill Bill. Et ils n'ont jamais réussi à la caler dans le film. Donc c'est notamment une des anecdotes qu'il donnait. Et parmi les autres anecdotes, on parlait de l'Exorciste. C'est qu'en fait, il est très vieux dans l'Exorciste alors qu'il avait que 44 ans. Et en fait, il était vieilli pour le rôle. Et en fait, il était plutôt dans la force. Il régale dans Judge Dredd aussi. Et Judge Dredd, voilà. Il régale légèrement. Ah non, mais son chien aussi. On arrête avec les casseroles depuis Vercingétorix. Non, attends. Vercingétorix, tu l'as vu? Non, j'ai juste vu les cascadeurs avec leur montre. Et ben franchement, je vous encourage à voir ce film. Il faut le voir une fois dans sa vie. Je vous dis vraiment. C'est une expérience. Ah non, c'est vraiment une expérience. Moi, j'ai vu José Bové casser un McDo, c'était la même chose. Il y a tout dans ce film. Il y a tout ce qu'il faut pas faire. Moi, sur Judge Dredd, moi j'ai Jérémy sur Twitter qui nous dit moi j'aime bien son sacrifice dans Judge Dredd de renoncer à son titre et à ses privilèges pour aller dans la misère du désert et sauver le destin funèbre de Dredd. Désolé. Quand même une belle sortie. Et oui, c'est beau. Dans les terres de désolation. Il partait là, il était face au vent radioactif, c'était super. Radioactif, cette transition n'était pas du tout prévue, mais on va parler de radioactivité dans cette émission. Je ne vous en dis pas plus. On va parler d'épidémie de zombies, mais on va aussi parler de coronavirus. C'est maintenant, c'est les news, c'est Max. Maximilien. C'est dur d'enchaîner avec ça. Je t'ai fait un magnifique lancement. Oui, effectivement, avec première news, un point qui peut-être sera amené à être récurrent dans cette émission, que j'ai appelé le point coronavirus. Si cette émission a lieu les autres semaines. Aussi, voilà. Mais après, même s'il y a une seule personne, après, cette personne pourra reprendre le point coronavirus. C'était pour se mettre dans l'ambiance. C'est-à-dire que voilà, Menro, donc c'est sa dernière émission cette semaine, on l'embrasse. Donc un point coronavirus, puisqu'il y a beaucoup de reports de dates de sortie qui sont tombés il y a quelques jours et même jusqu'à aujourd'hui. La principale étant bien évidemment le report de Mourir peut attendre, le prochain James Bond qui ne sortira plus le 8 avril mais au mois de novembre. Ce qui est amusant, c'est que c'est une date c'est un peu la date habituelle des James Bond de Daniel Craig. Le film aurait dû sortir le 8 novembre 2019 quand il devait être réalisé par Danny Boyle, sauf qu'il est parti, il a fallu réécrire. Donc ils ont repoussé le film, donc on dit c'est peut-être le karma. Mais voilà, donc le film est repoussé de 007 mois si on veut. C'est beau. Et c'est vrai qu'avec un titre comme Mourir peut attendre, c'est assez rigolo parce que toutes les vannes ont été faites. Mourir peut attendre 7 mois de plus, Mourir peut attendre et nous aussi. Bref, on en reparle. Le film sortira entre le 12 novembre et le 25, on n'a pas la date précise, mais le 12 c'est la sortie en Grande-Bretagne qui généralement est le premier pays à avoir le film en salle. Et le 25 c'est aux États-Unis qui est généralement le dernier pays. Donc on peut imaginer que ce sera aux alentours du 18, quelque chose comme ça, pour la France. Et ce qui, de mon point de vue, est une meilleure date pour un James Bond que mois d'avril. Je peux me tromper, parce que novembre, on aime bien. Ouais, en général, c'est ça. En fait, là, ils lançaient la saison des blockbusters, et s'ils repoussaient de quelques semaines, ils tombaient sur du Black Widow, sur des gros, sur Mulan, sur des très gros films face auxquels ils ont un petit peu de mal, parce qu'il faut savoir que c'est Universal qui distribue le film, c'est la première fois qu'ils le font, et avec Fast and Furious 9, je pense qu'ils jouent une partie de leur année sur ce film-là, donc autant ne prendre aucun risque. Et puis en plus, il faut aussi recaler la promo parce qu'il y a tous les acteurs qui devaient venir à Paris et réunir tout ce monde pour quelques semaines, avec les plannings de tournage qui s'enchaînent, c'est un peu compliqué. Et il y a aussi que ça va tomber pile pour Thanksgiving, donc on est pas mal le week-end US à ce moment-là. Non, voilà, il y a ça aussi. Alors autre film qui a été le premier film décalé, c'est le film Miss de Ruben Alves qui devait sortir demain et qui est repoussé au 23 septembre. On a également Pinocchio de Matteo Garrone, on avait vu la bande-annonce ici, devait sortir le 18 mars, il est repoussé à une date pour l'instant qui n'a pas été communiquée, tout comme La Daronne avec Isabelle Huppert qui est une comédie qui est passée par le festival de l'Alpe d'Huez, qui devait sortir le 25 mars et qui est également repoussé à une date ultérieure. Alors, on est moins sûr sur ça, mais il y avait le film de Keiron, Brutus versus César, qui devait sortir le 1er avril, qui est décalé au 1er juillet, mais apparemment, on nous dit que ça fait 2 semaines qu'on est au courant que la sortie est décalée.
Alors que lui dit le coronavirus fait que. Il a communiqué hier dessus, ouais. Oui, mais apparemment, on a une collègue qui gère les dates de sortie qui nous a dit ça fait quelques semaines qu'on sait que le film sortira le 1er juillet, mais peut-être qu'il avait vu le vent arriver. J'ai vu qu'il avait tweeté sur le fait que chacun de ses films sortait à une période où il y avait des problèmes. Il y avait eu les attentats, les grèves nationales, et là le coronavirus. Et donc ça, donc, il dit que voilà, à chaque fois, c'est Jean-Michel Nécreux. Et on a appris aujourd'hui que Pierre Lapin numéro 2 ne sortirait pas au mois d'avril, mais serait repoussé au mois d'août. Et bien le premier. Le premier était, oui, alors, vachement bien. J'étais surpris. Étonnant. J'ai vu dans l'avion, il était. Parce que la bande-annonce faisait très peur et le film pas mal. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les bureaux de Sony Pictures France sont fermés pour l'instant à cause de l'épidémie de coronavirus. Et donc, la sortie du film est repoussée. C'est pas Lachaud qui doublait le premier ? C'est Philippe Lachaud. Pierre Lapin, et Pierre Lachaud. Pierre Lachaud, c'est son frère. Voilà. C'est pour ça la méprise. Ça, ouais. Et donc, il n'y a pas que les films qui sont impactés, puisqu'on a le festival Cannes Série qui devait commencer le 27 mars, qui est quant à lui repoussé au 9 octobre. Donc ça, c'était la première affiche. Nous avons très vite la deuxième affiche, voilà, qui est à peu près la même, avec juste marqué nouvelle date et les nouvelles dates qui sont du 9 au 14 octobre. On a le festival South by Southwest aux États-Unis qui est tout simplement annulé. C'est un énorme festival. Qui est un énorme festival parce que c'est là qu'il lance pas mal de gros films à venir. Je sais que le premier Sans un bruit, qui sort lui bientôt en France, avait été lancé là-bas. Généralement, ça fait une belle caisse de résonance. Il y a des séries aussi, donc c'est quand même une grosse perte. Et il y a des interrogations, tout d'abord sur Sérimania, donc le festival de séries qui se tient à Lille, qui doit commencer quand même le 20 mars. Tout à fait. Donc dans 10 jours. Je me tourne vers Mégane qui est censée représenter sur place. Vous n'avez pas d'infos à date. Toujours pas. En tout cas, la présidente Laurence Esberg est vraiment déterminée. Pour elle, c'est pas annulé, donc on attend. Elle a l'air de dire on est en train de voir les solutions qu'on peut avoir. C'est un peu une Thierry Frémaux aussi qui est très déterre aussi à ce que le festival de Cannes se fasse. Donc, et justement, on attend. On est dans le flou, mais on attend. Merci de me faire la transition sur Thierry Frémaux, puisque voilà, l'autre événement qui pourrait être impacté grandement, c'est le prochain festival de Cannes qui doit débuter le 13 mai. Donc pour l'instant, ils communiquent en nous disant non, le festival se tiendra. Pour la première fois de leur histoire, ils ont communiqué pour nous dire quand sera annoncée la sélection, alors qu'ils le font jamais. Ça ressemble un petit peu à un coup de force, en sachant qu'on a appris aujourd'hui que le festival n'était pas assuré. Assuré financièrement en cas d'annulation. Ce qui, quand même, la comme beaucoup d'événements, il y a le salon du livre qui a été annulé, ça met même en péril les années prochaines. Exactement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'événements comme ça qui, eux, seraient assurés à partir du moment où on passe en stade 3 de l'épidémie. Là, on est en stade 2. C'est peut-être aussi pour ça que Sérimania et le Festival de Cannes jouent la montre. C'est que, pour l'instant, s'ils annulent, c'est pour leurs frais. C'est une catastrophe naturelle. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'assurance. Exactement. Donc voilà, donc comme je disais que c'est un point qui pourrait être amené à être reconduit, c'est que d'autres films pourraient être encore décalés et d'autres événements pourraient ne pas voir le jour ou tout simplement être reportés, en sachant que pour Cannes c'est compliqué parce que si tu reportes, tu tombes sur Roland Garros, les JO, l'Euro juste avant, puis Venise, Toronto, qui je pense ne vont pas bouger. Sauf si ça n'a pas lieu. Si ça n'a pas lieu, oui, mais si ça n'a pas lieu, c'est que l'épidémie sera encore en cours et que Cannes ne pourra pas continuer. Tu ne peux pas faire le festival de Cannes en été parce qu'il y a les touristes. Il fait très très chaud, les prix, n'en parlons même pas. Donc, avec les odeurs au mois de mai dans le palais du festival. Exactement. Et en plus, la sécurité ne pourra pas gérer les festivaliers et les touristes normaux. Donc ça va être compliqué. Je me tourne vers Brigitte qui est spécialiste et amoureuse du festival de Cannes. Il n'y a eu que 2 annulations dans l'histoire de Cannes. Oui, c'est ça. La dernière fois, c'était en 1968. Donc ça remonte. Et sinon, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc c'est vrai que ce serait historique si c'était annulé. Roland Garros aussi, il y a des discussions. Bah ouais, bien sûr. Et ça sent pas bon. Et je pense qu'en plus, les festivals de Venise, Toronto, ils vont bien se faire un plaisir de pas se décaler pour laisser passer Cannes. Parce qu'il y a quand même une grosse rivalité assez ouverte entre eux, notamment sur les films, sur sur la sélection des films Netflix. Donc je pense que ça risque d'être assez mouvementé dans les prochaines semaines. Dans un album d'Astérix, je crois que c'est Astérix chez les Pictes, il y a des gens qui crient « Coronavirus ! Coronavirus !» Eh bien, c'est Martin qui m'a partagé ça sur Insta. Et ce qui est drôle, ce qui fait une très bonne transition. Bien sûr, parce que dans Astérix chez les Pictes, il y a également un acteur français qui est caricaturé. Il s'agit de Vincent Cassel. Et grâce à Mégane... Bravo, une exclusivité signée Mégane. Grâce à Mégane, on plaisante pas une exclusivité française. Oui, non mais c'est vrai, moi complètement. On a repris grâce à toi dans le matin, on a repris la news. Enfin, c'est grâce à toi. Du coup, tu l'as rencontré ? Est-ce que tu l'as rencontré ou pas? Je l'ai déjà vu pour un autre jacket pour hors norme, mais non, là c'était par téléphone. C'est bon ça. Je pensais à toi. Oh, je sais. Plaisir. Et donc Vincent Cassel qui a révélé à Mégane qu'il jouerait dans le prochain Astérix en film réalisé par Guillaume Canet. Ça s'appellera Astérix et l'Empire du Milieu, donc c'est
réalisé par Guillaume Canet. Et Guillaume Canet qui jouera Astérix, Gilles Lelouch jouera Obélix, Marion Cotillard sera Cléopâtre. On a aussi Jonathan Cohen au casting, mais on ne connaît pas son rôle, de la même façon qu'on ne connaît pas encore le rôle de Vincent Cassel. Mais on se dit, ça pourrait être sympa qu'il joue César, parce que Monica Bellucci avait joué Cléopâtre en 2002. Ouais. On avait aussi Jean-Pierre Cassel qui avait joué Dans Panoramix dans Astérix aux Jeux Olympiques. Donc voilà, il est quand même lié à l'histoire d'Astérix. Et comme on le disait tout à l'heure, dans l'album Astérix et les Pictes, on voit un Vincent Cassel parodié. D'ailleurs, on a un visuel pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Alors ça, c'est son père. Oui. Ah oui. Et ça, voilà. Ouais. Sur la droite, donc c'est Vincent Cassel Il a cette gueule. Hein. dans Astérix et les Ouais, Pictes. il a- Et son personnage s'appelle Mac Abbé. Voilà. Elle est belle. Elle est belle. Est-ce qu'on peut, peut-être s'attendre à une petite référence, enfin, même si c'est pas forcément drôle, au coronavirus dans le film, genre un mec qui s'appelle, tu sais, genre- Bah, ce qui non est- mais vraiment la coronavirus, un truc comme ça, tu vois. Non, mais ce qui n'est pas impossible parce que le tournage doit avoir lieu en partie en Chine. Il Ouais, va, bah oui. il va Ah être ouais. enfin, ils ont annoncé les dates de tournage entre juin et septembre et notamment en Chine. Ouais. Donc j'imagine avec toutes les rumeurs qu'il y a eu de possible annulation du tournage ou de possible décalage du On tournage. va avoir dans le Ce serait film. pas étonnant qu'il fasse qu'il y ait une une vanne petite dessus, référence. surtout voilà, comme Johan disait, le méchant du film s'appelle Coronavirus, Oui, et voilà. ce qui pourrait aussi être le rôle de Vincent Cassel. On dit César, ce serait bien parce que il a le nez pour faire César, il a la prestance pour faire César. Après, Il c'est- peut être le méchant, comme c'est- un autre méchant du film. comme c'est quelque chose qui a marqué et qui a quand même fait du mal à beaucoup de gens, est-ce qu'il garderait cette référence? C'est ça que je me pose cette question. Je sais pas, parce qu'après le film doit sortir dans 2021, je crois, au mieux. Ouais. Il y a Après, quand même peut-être que ça va un truc, le une question que j'ai, c'est que traditionnellement, dans Astérix, la BD et puis après les films qui ont repris ça, ou même les dessins animés, on a chaque culture Oui. a une terminaison de nom. C'est-à-dire que tous les Gaulois s'appellent en X, tous les Romains s'appellent en Us, j'ai oublié les autres. Bah, les Espagnols en on, Bretons enfin, avec un X à la fin. Voilà, et du coup, il ne me semble pas qu'il y ait eu l'Empire de Chine Non. à l'époque. Donc on sait déjà un peu quel genre de nom ils vont trouver. Moi, je verrais des trucs genre Ming, enfin des trucs ING à la fin. Ou NG à la fin, tu sais, pour Pong ou ping-pong ou des trucs comme ça. Ok. Mais non, pour l'instant, en fait, on n'a pas eu de communication là-dessus. C'était Yes. pas. Voilà. On embrasse Philippe de Chauvron qui a dû adorer cette blague. Le meilleur exemple. Nous ne validons pas cette blague. Alors, ce ne sera pas dans le film, a Ce priori. sera pas dans le film. Bon, allez, c'est un ami. Relève-toi. Alors, je sais plus qui, j'ai pas vu passer le pseudo, excusez-moi, mais nous signaler que c'était dans Astérix et la Transitalique, et pas Astérix et chez les Pictes qu'il y avait coronavirus. Ah oui, alors C'est pas dans le même album. Non, mais les Pictes, par contre, c'est C'est Vincent Vincent Cassel. Cassel. Mais voilà, mais en tout cas, c'est dans Astérix. C'est dans et la les récents, en Transitalique. fait, ceux qui n'ont pas été dessinés par Uderzo. Tout à fait. On salue Michel Leb, voilà, on l'embrasse également. Merci beaucoup. Et Vincent Cassel, on rappelle qu'il sera dans Westworld. Oui, dans saison quelques 3. jours, Ouais, saison 3 qui saison commence 3. donc dimanche sur HBO et ce qui sera dès lundi sur OCS en US plus 24. Il y a quoi? Il y a eu 10 épisodes 8. 8 épisodes. Cette saison est plus courte que les précédentes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a pu t'en dire sans spoiler? Enfin, il est content de. Très de ce qu'il a content fait parce qu'il était ultra fan de la série, donc très content d'y participer. Les showrunners ont pensé directement à lui pour ce personnage. Il est teasé comme un personnage de méchant, mais il est un peu plus complexe que ça. Et il a bien confirmé que cette saison 3 serait beaucoup plus accessible que la saison 2, qui était un petit peu plus complexe à comprendre, enfin un peu plus difficile à suivre. Et là, cette saison 3, elle sera plus simple à suivre. Au niveau de l'intrigue, en tout cas, le rythme sera plus accéléré. Donc, très bonne saison 3, meilleure que la 2. Toi qui as vu les premiers épisodes, J'ai vu les 4 premiers, voilà, oui. sans nous spoiler encore Je ne une dis fois, rien. est-ce qu'il a un nom de merde, genre François Toulour? Alors, Bah non, ça, c'était Ocean's 12, Oui, ça, mais il pouvait pas. Mais les Français à Hollywood ont toujours des noms qui n'existent pas dans notre monde à nous. il a un nom compliqué. Il a un nom compliqué, voilà. Voilà. Mais avec à consonance francophone, enfin française, assumée. Ouais, oui. Québécoise, peut-être. Si, son personnage est français. hein. Son personnage est français. Mais, donc il a Est-ce un qu'il a nom- un béret et une baguette Il Non. roule en 2 chevaux, c'est bizarre, c'est futuriste. Mais moi, je l'avais eu en interview il y a quelques mois aussi, et il avait dit que son personnage aurait le même type de fonction que Anthony Hopkins dans Oui. les saisons précédentes. Ah, Donc, ce qui à la fois en dit beaucoup et reste flou. Ouais, quand ils sont venus le chercher pour le rôle, on lui a vendu son rôle comme un personnage à la Anthony Hopkins, comme l'homme en noir exactement. Ce qui généralement donne envie quand même quand on Oui. dit ça. Oui.
Plutôt intéressant. Troisième news importante qui va rendre fou tout le monde, tous les fans du Marvel Cinematic Universe. Ouais, c'est bon ça. Oui, et peut-être même les fans de cinéma américain en général. C'est donc le prochain Thor qui s'appellera Thor Love and Thunder, qui sera toujours réalisé par Taika Waititi et qui a réalisé un sacré gros coup puisqu'ils viennent d'engager officiellement Christian Bale pour jouer le méchant. Christian Bale qui est quand même le second Batman de l'histoire à rejoindre Marvel après Michael Keaton dans Spider-Man Homecoming. C'est un acteur qui aurait pu être en lice pour les Oscars cette année avec le Ben Mans Affleck a été 66. contacté aussi. Ben Affleck, oui, mais il a dit non. Il a dit écoutez, j'ai autre chose à faire. Même moi, je suis content. Mais oui, en fait, même moi, ça me plaît. moi, je suis un peu partagé parce que je me dis, apparemment, donc, ce qui a motivé Christian Bale, c'est de jouer pour Taika Waititi. Je me dis, bon, ils auraient aussi pu faire un autre projet original, mais au moins, tu te dis, voilà, il y a peut-être quelque chose, peut-être qu'ils vont s'amuser et que ça va être cool comme le précédent. Donc, dans le film, il devrait jouer donc, le méchant. On ne sait pas exactement, il y a deux rumeurs qui circulent. Soit un personnage qui s'appelle Balder, qui est le fils bâtard de Odin et qui finit par devenir l'allié de Thor à la fin. Soit un méchant qui s'appelle Gore, G-O-2-R, et qu'on surnomme le dieu boucher parce que c'est un tueur de dieux. Ça, c'est le Gore, c'est celui-ci, tueur de dieux, capable de voyager dans le temps. Donc on ne sait pas du tout encore ce qu'il n'y a aucun indice. C'est Tessa Thompson qui joue dans la saison 3 de Westworld qui a confirmé la rumeur comme quoi Christian Bale serait bien le méchant du film. Mais au-delà de ça, on n'en sait pas grand-chose, si ce n'est que le film sortira le 3 novembre 2021 dans les salles françaises. C'est censé être le dernier film de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, et donc réalisé par Taika Waititi, qui joue encore le rôle de Korg. Il y aura toujours Chris Hemsworth, il y aura toujours Tessa Thompson, et il y aura le retour de Natalie Portman, qui, comme dans les comic books qui sont publiés depuis 2015, c'est elle qui enfilera l'armure de Thor. Alors on ne sait pas si ce sera temporaire ou si elle sera amenée à remplacer Chris Hemsworth, mais en tout cas, il va y avoir ce gros changement mené par Taika Waititi avec Christian Bale en méchant. Et ça fait un beau une rumeur qui date d'hier que Vin Diesel a lâché en interview. Oui, que on verra une partie des Gardiens de la Galaxie dans le film, ce qui est assez logique parce que si vous vous souvenez de la fin de Avengers Endgame, Thor partait avec les Gardiens de la Galaxie. Or, les Gardiens 3 ne sortira pas avant 2022. Donc je pense que c'est pour faire le lien entre la fin de Endgame et les Gardiens de la Galaxie 3, il y aura un passage avec Thor et les Gardiens. Je pense qu'après, ils vont se séparer. Et donc voilà, c'est pour lier la phase 4 et la phase 5 qui sera emmenée notamment par les Gardiens de la Galaxie 3. Si c'est Vin Diesel qui en parle, ça veut dire que Groot a grandi. Pas forcément, je crois que c'est lui qui faisait encore la voix de Baby Groot et Ado Groot. Donc voilà. Après, Vin Diesel aussi parle beaucoup et dit pas forcément des choses très. Notre correspondant l'a rencontré pour son film Bloodshot. On a reçu les images. Il a l'air très fatigué, Vin Diesel. Oui. Il a fait des interviews comme ça, donc je pense qu'au bout d'un moment, il sait plus trop. Et encore, il n'a pas commencé la promo de Fast and Furious 9, qui est l'un des films d'ailleurs qui pourrait être décalé avec le coronavirus. On parle aussi de Mulan, de Black Widow, qui pour l'instant est maintenu, mais c'est aussi les films qui pourraient bouger. Ce qui fait une très bonne transition pour terminer ce tour des news par Black Widow. Oui, donc la bande-annonce finale, la 47e. Voilà, la 47e exactement, où on apprend un peu plus l'histoire du film. Donc on a une nouvelle affiche ici, on découvre un peu plus le méchant qui s'appelle Taskmaster, qu'on aperçoit en haut à gauche, à côté de David Harbour. Et là, on voit en bas une armée de femmes. Donc c'est ce qu'on apprend dans la bande-annonce dont on va regarder un extrait. C'est qu'apparemment, il y a d'autres Black Widow qui ont été créés de la même façon qu'elle, et après qui vont être lâchés sur le monde. On ne sait pas trop comment, mais je propose qu'on regarde un petit extrait en plein écran et on revient après. You're thinking about moving, but you're gonna wait until the interest rates go down. That's not my story. Before I was an Avenger, I made mistakes. And a lot of enemies. His call sign's Taskmaster. He controls the Red Room. They're manipulated, fully conscious, but no choices. I should have come back for you. How many others are there? Enough. We have to go back to where it all started. So they never do that to anyone again. We're a family. We fight with you. You won't win. I've always found it best not to look into the past. Okay, you got a plan, or shall I just stay duck and cover? My plan was to drive us away. Well, your plan sucks. It's
all have to choose between what the world wants you to be and who you are. I made my choice. I'm done running. Here's what's gonna happen. Natasha, don't slouch. I'm not slouching. You're going to get a back hunch. Listen to your mother. Oh my God, this. Up. All right, enough, all of you. I didn't say anything. That's not fair. Black Widow. Ouais, donc sorti le 29 avril chez nous, c'est réalisé par Kate Shortland, qui est une réalisatrice qui vient du milieu indépendant. Et donc le film, faut savoir, c'est pas vraiment, enfin c'est un peu un préquel, ça se passe entre les événements de Civil War et de Infinity War. Et voilà, donc on a découvert un petit peu le méchant Taskmaster, qui apparemment quand même est assez costaud, parce qu'on l'a vu en train de regarder des images de Iron Man 2, ce qui prouve que le mec quand même a beaucoup de résistance, parce que ça ne devait pas être facile tous les jours. Ça inspire quelqu'un en plateau? Oui, non? Pour Florence Pugh, je sais. Oui, pour Florence Pugh. Oui. Voilà, très bien. Non, mais Sans plus. Alors, je suis pas fan, évidemment. Le trailer donne envie, c'est qu'on a passé ce matin, et puis ça donne envie. Mais je suis pas évidemment exalté. On sait que la phase 4 va être un moment délicat pour Marvel, parce qu'il faut relancer la machine après l'apothéose. On en a déjà parlé. Compliqué. Sans les leaders, tu passes par la télé autant que par le cinéma. Ouais, Moi, je place tous mes espoirs dans The Eternals. Qui sera en fin d'année, novembre. 6 novembre. 6 novembre, ouais. si le coronavirus n'en a pas décidé autrement, il est temps de passer au top. Au top. Top. Le top flop, chacun ou chacune nous donne quelque chose qui l'a enflammé ou au contraire qui l'a énervé cette semaine. On fait un petit tour de table et on commence par Martin, un top ou un flop? Alors, c'est un top, je l'ai qualifié de top de Fayot. Oui, parce qu'en fait, je vais parler du film préféré du boss, à savoir toi. Je crois que t'avais parlé d'émission. Il nous adore, mais non. Oui, parce que je t'ai entendu dire récemment que tu avais vu Mad Max 2. Bon, je savais déjà que tu aimais beaucoup ce film, mais que tu avais vu ce film un nombre incalculable de fois. Tout à fait. Et en fait, je me suis dit. Pourquoi déjà, oui, pourquoi non, mais c'est vrai que bon, le nombre m'a impressionné. Et en fait, j'ai réalisé, je me suis dit, c'est un film. Ça nous arrive à tous, des films qu'on pense avoir vus, qu'on pense connaître. Et en fait, ça fait tellement longtemps que j'avais complètement oublié. Et je me suis refait Mad Max 2. Tu fais plaisir. Et donc, c'est un top parce que j'ai beaucoup apprécié ce film. Voilà, c'est une affiche qui me paraît quand j'étais petit, qui me marquait. Je la voyais dans le métro. Je sais pas, c'est un univers qui m'avait marqué quand j'étais petit. Et donc, franchement, il y a plein de trucs au niveau scénaristique qui sont très originaux dans ce film. Je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais. Le fait que Max il s'en prend quand même plein la gueule. Il y a des morts dans ce film qui sont vraiment très originales, je trouve, dans la manière dont elles sont amenées. Enfin, tout m'a vraiment plu. Donc on va voir quelques personnages du film. Donc là c'est le héros, c'est Max. Le méchant Umungus, c'est ça? Mungus. Très impressionnant. Le grand ayatollah des plaines et des montagnes. Si tu le dis. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le voilà, il y a le petit enfant. Dans mon souvenir, il était dans le 3. Bah non. Il était dans l'enfant au boomerang. Oui, c'est le 3, il y a 50 000 enfants, donc c'est pour ça que tu mélanges. En tout cas. Ouais. Et un personnage marrant aussi que j'aimais bien, c'est comment il s'appelle, Johan? Bruce Spence. Oui, c'est Bruce Spence, le capitaine de la gyrosphère. Voilà. De la gyrosphère, du gyrocoptère, pardon. Voilà, donc, gyrosphère, c'est dans Jurassic World, pardon. Ça fait plaisir. Un top à l'ancienne. Mais c'est vrai que le 2, pour moi, c'est largement le meilleur des trois, franchement. Ouais, et c'est un de mes films post-apo préférés. Et dans celui de Miller, le dernier de Miller, tu retrouves un petit peu plein de références vraiment aux deux, dans la folie des personnages. Et même si, attention, instant troll, ça c'est un film auquel on croit, contrairement à Fury Road. Voilà, on va passer au top suivant. C'est rigolo parce que c'est un film. Parce que t'es le patron, tu te permets de dire Ouais, ça. je me permets de dire ça. Ça va, François Cluzet? Vous avez le droit de pas aimer, mais de dire que c'est pas un film de merde, non, ça je trouve ça un film auquel on croit, un univers auquel on croit. On croit pas à Fury Road. Fury Road, c'est un jeu vidéo en film. Si je peux C'est un bon jeu vidéo. C'est un très bon jeu vidéo. Les gars, Peut-être on ne croit pas à l'univers de Fury Road, ça n'existe pas cet univers. Megan, faut s'en prendre à Martin. Il y a du sable. Mais un jeu vidéo, c'est pas un film. Voilà, on aura un jour 2 heures de débat sur Mad Max 2 et sur Ok, Fury on Road. l'aura ce débat, pas de souci. Je veux, là, il y aura vraiment 2 teams. Juste ce qu'il faut dire sur Mad Max 2, c'est qu'il a énormément influencé la vision du monde post-apocalyptique. Et notamment, pour ceux qui connaissent Hokuto no Ken, le manga de Ken le survivant. Voilà, Ken le survivant. Fabuleux. C'est vraiment très très inspiré, en l'occurrence sur l'iconographie. Ah oui. Et il y a même des personnages là, comme Mongoose qui ont été repris dans les jeux Neo Geo de l'époque, dans les King of Fighters et tout même ça. le masque de Raoul. Ouais, non, voilà, ceux qui connaissent. Ça me passait le Dorothée avant. On le retrouve aussi dans Astérix aux Jeux Olympiques, au Mongoose. Mais voilà. Écoute,
Très peut-être. Et oui. Et je précise au chat, mais on refera ce débat, parce que j'aime bien sur Mad Max. Le Mad Max, mais non, mais c'est quand même, pour moi, Fury Road, malgré toutes ses qualités, c'est un opéra. Ce n'est pas un film réaliste. Dans un monde post-apocalyptique, on ne peut pas décider d'avoir tous la même voiture, tous le même. Nous, on est la famille des porcs épics, vous êtes la famille des je sais pas quoi. En fait, là où Mad Max 2 est très, très bien, c'est, tu vois, c'est un univers de récupération. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui portent des trucs à moitié cassés, il n'y a aucune bagnole qui se ressemble. C'est ça, mais entre-temps, ils sont réfléchis, ils sont dit tiens, si on faisait les porcs épiques. C'est là où ça fait un peu jeu vidéo. C'est, tu dis, il y a vraiment des espèces de clans qui sont identifiés. Et moi, ça m'a gêné en voyant le film. Je me suis dit, c'est pas ça l'apocalypse. L'apocalypse, c'est le bordel, normalement. Voilà. Bon, après, si c'était que ça. Un bordel peut être organisé. Tout à fait. Mégane, un top ou un flop? Voilà, justement. Je pense ce que tu viens de dire. Bien. Bah moi c'est un top et c'est les premiers visuels du nouveau personnage de la saison 2 de la série The Boys sur Amazon qu'on aime beaucoup. Voilà. Alors ça c'est Aya Cash, une actrice que j'aime énormément parce qu'elle était dans la série You're the Worst, une toute petite série qui est malheureusement pas assez connue mais qui est vraiment géniale. Et donc l'actrice rejoint la saison 2 de The Boys. Et elle va incarner la version féminine de Stormfront, qui est le membre le plus puissant d'un groupe de héros qui s'appelle les Revengeurs, dans les comics, en tout cas, qui a été l'objet de l'adaptation pour la série. Et en gros, ce personnage, c'est un partisan de l'idéologie nazie. Donc ça va être totalement what the fuck dans la saison 2. De toute façon, Eric Kripke, le showrunner de la série, avait annoncé que la saison 2 serait encore plus tarée que la première. Donc ça promet. C'est dur, parce que déjà que la première... La première est déjà pas mal. Donc la 2, je pense que ça va envoyer du lourd. Et donc j'ai très hâte de voir ce personnage. J'adore l'actrice et je pense qu'elle va mettre un bon coup de pied aux super-héros, donc au groupe des 7. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette saison 2, surtout ce personnage. Et la saison 2 va aussi accueillir 2 autres acteurs, Claudia Doumit et Goran Vijnik, qui on avait vu dans Timeless. Goran Vijnik. Et oui. Et urgence, pour moi c'est urgence. Je suis un boomer. C'est vrai, c'est urgence, c'est Timeless. Et on a appris il n'y a pas longtemps d'ailleurs que Goran Vijnik allait jouer Dracula dans une nouvelle série de vampires pour ABC qui s'appelle The Brides et qui sera centrée sur les épouses de Dracula. Mais non. Voilà. Et oui. Intéressant. Et donc, la dame en question va être méchante, si je suis ce que tu dis. Même si les 7 ne sont pas spécialement gentils. Les 7 ne sont pas spécialement gentils, mais normalement, oui, ça va être une antagoniste pour les 7. Justement, c'est là que ça devient intéressant, c'est que si les ennemis de la saison 1, il y a pire, et on est obligé de sympathiser avec eux, bon, c'est déjà des trucs qu'on a déjà vus, mais... À l'échelle de The Boys, ça peut être particulièrement drôle. Et c'est une des grandes réussites de Amazon Prime, qui pour l'instant ne fait pas beaucoup parler de ses séries, si ce n'est par The Boys. Donc si vous l'avez pas vu. Hunters récemment. Et Hunters récemment. Voilà, c'est un peu les deux trucs qui ont fait un peu émerger. Et Undone. Après voilà. Du côté de Genius. T'as raison de. On renvoie la balle ici. Paf, un top ou un flop? Un mime. Wing Chun, Ip Man. J'ai fermé les yeux, j'ai cru qu'il était là. Bah, tu vois, oui, Ip Man 4, parce que j'aime tous les films, n'est-ce pas, Mégane, toutes les stars de films, même les films d'action. Une fois, elle m'a critiqué. Mais non, c'est pas. J'ai cru que t'allais dire j'aime tous les films et reparler de Astérix aux Jeux Olympiques. J'allais faire ça va quand même. Il y a des bons trucs dedans, mais je vais pas revenir là-dessus. Voilà, c'est le dernier Ip Man, donc Ip Man 4, un film. J'ai découvert le premier, c'était il y a un peu moins de 10 ans. J'ai découvert ça sur Canal+, Canal Replay, au pif, je vois Ip Man. Franchement, je pensais vraiment que c'était un thriller sur des informatiques. Sur les anticipés. Vraiment comme beaucoup de gens, genre traque sur internet avec Sandra Bullock. Tu sais, un truc incroyable. Et voilà, Ip Man 4, j'étais un petit peu déçu du 3. Le 1 et le 2 sont des monuments du film d'action. Et le 4 est absolument fantastique. Alors bon, le scénar, c'est toujours du West Side Story, mais pour la version AB1, tu vois. Ils arrivent dans la rue, ils sont en kimono. Ici, c'est moi le meilleur, c'est pas toi. Bon, on va se régler. Le crossover des enfers. Tu vois. Et bon, c'est Donnie Yen, Ip Man, voilà, il est malade. Il a un cancer. Son fils se fait virer de l'école. Il décide de partir aux États-Unis pour trouver une école à son fils. Mais une fois là-bas, il y a des problèmes parce que son élève Bruce Lee a ouvert des écoles d'arts martiaux dans les États-Unis et ça ne plaît pas évidemment au conseil chinois. Bon, c'est un peu Donc il y a Bruce Lee comme personnage du film. Là tu vois vraiment, tu le voyais un petit peu dans les autres, mais là tu le vois et tu le vois se battre. D'ailleurs, il y a une scène entièrement dédiée à Bruce Lee, au fils de Bruce Lee, non, au fils de, pardon, à l'élève de Ip Man. Parce que je rappelle, Ip Man c'était le professeur, c'est une vraie histoire, c'est le professeur de Bruce Lee. Et Bruce Lee, vraiment un petit peu arrogant, a ouvert son école aux États-Unis et tu vois vraiment une scène avec Bruce Lee, et c'est hyper bien foutu. Il y a Scott Atkins. Mais ouais, il est meilleur lui. On adore Scott Atkins. Mais alors ça, c'est le combat de fin, les amis. Lui, il est fabuleux. Lui qui est un athlète incroyable, il est ceinture noire dans je sais pas combien d'arts martiaux différents. Voilà, c'est
Franchement, fabuleux. Ça rattrape Apple 3. J'étais un peu déçu avec Mike Tyson. C'était pas fou. Le 1 et 2, fabuleux, oui. Le 3 avec Mike Tyson. Oui. Bon, Mike Tyson a fait Train, hein, donc calmez-vous. C'est de l'information est vraie. Donc... Ah merde. Non, je sais plus ce que c'est. Les Portes du Soleil, je crois. Et donc voilà, très bon film. Donnie Yen au sommet, le dernier. Donc franchement, fabuleux. Il y a 2-3 combats anthologiques. Et la bonne nouvelle pour les fans, parce que je sais que le film a mis très longtemps à être daté, c'est qu'il est censé sortir en salle le 13 mai 2020. Exactement. Donc Exactement. ça peut même être au Festival de Cannes en séance de minuit, ça. Ouais, si le Festival de Cannes a lieu, bien sûr. Non, je vous conseille, franchement, c'est encore Donnie, on peut dire ce qu'on veut, mais il a vraiment un charisme incroyable. Il interprète, il incarne ce personnage historique, un petit peu le maître de Bruce Lee. Hein, donc, d'ailleurs, c'est quand tu vois que Bruce Lee était si fort, tu sais que Ip Man, le professeur, c'était encore un autre niveau. Ça fait réfléchir. Voilà. On sent la passion, on sent le top, c'est magnifique. C'est un bon film. La balle repart de l'autre côté. Maximilien, top Oui, ou un flop? moi je vais faire un top, mais un peu la Norman. Alors pas des imitations, mais un double top rapide. Donc d'abord commencer par la saison 12 de Doctor Who qui vient de s'achever en Angleterre. J'en avais parlé un petit peu au début en disant qu'elle avait commencé vraiment bien là où la précédente était un peu décevante. Et j'espérais que ça allait continuer. Et bien la réponse est oui, parce que donc le final a vraiment mais complètement rebattu les cartes de la mythologie. Je ne vais pas spoiler ici pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais vraiment ça change beaucoup de choses. Et il y a Goran Vijny qu'on a aperçu ici. Ça change beaucoup de choses et ça confirme même une théorie qui datait d'il y a 46 ans. Donc voilà, les fans ont dû attendre un petit peu. Et ça ouvre énormément de portes pour la suite qui est en cours d'écriture, toujours avec Jodie Whittaker qui est très bien. Et donc la saison 12, elle est disponible sur France.tv, donc qui est la plateforme de streaming replay de France Télévisions. Et sur cette même plateforme arrive mon deuxième top qui s'appelle Culotté, qui est donc l'adaptation en série animée des bandes dessinées de Pénélope Bagieux. Il y avait eu 2 tomes qui à chaque fois revenaient en fait sur les destinées de voilà. En fait, le titre c'est genre les femmes qui n'en font qu'à leur tête, c'est-à-dire des femmes qui ont un peu comment dire, qui sont allés au-delà de l'ordre établi, c'est-à-dire il y a eu Joséphine Baker notamment qui était une danseuse. Il y a des femmes qui ont œuvré aussi dans les arts, que dans le social. On aperçoit par exemple une sorcière qui est en fait l'actrice qui jouait la sorcière dans Le Magicien d'Oz, qui est une femme qui voulait être actrice mais qui était trop moche pour ça et qui justement ne s'est pas démontée, et au lieu d'aller jouer des rôles de princesse, elle s'est battue pour avoir un rôle de sorcière et elle est devenue la 4e plus grande méchante de l'histoire du cinéma. Et en même temps, si je ne me trompe pas, elle a été brûlée gravement au 3e degré sur le tournage du Magicien d'Oz. Donc là on voit la première, donc c'est Annette Kerman qui a inventé le maillot de bain un petit peu moderne des femmes. Il y a 30 épisodes qui durent environ 3 minutes, entre 3 et 4 minutes, qui sont racontés par Cécile de France. C'est vraiment très chouette. Ça se binge-watch très rapidement. C'est génial le design. Mais oui, en plus le design est très fidèle au dessin des bandes dessinées. Ce qui est marrant, c'est que les héroïnes en question, en fait, elles ont toutes une couleur différente. Il y en a une qui est bleue, il y en a une qui est violette, il y en a une qui est jaune, pour justement marquer aussi leurs différences et ce qu'elles ont pu apporter. Donc c'est à la fois très sympathique et très édifiant et très pédagogique aussi, parce que c'est vraiment une série familiale grâce à laquelle on peut tous apprendre des choses sur des femmes qui ont fait bouger les choses dans le monde à différentes époques, dans différents pays. Donc c'est très chaudement recommandé, puis ça se regarde très très vite. Donc ça s'appelle Culotté, France.tv. Oui, et c'est diffusé sur France 5 aussi en ce moment, mais toute la série est disponible sur France.tv. Gratuitement. Très bien, du côté de Menro, jusque là on n'était que dans le top. Y a-t-il un flop? Alors non, c'est du top. J'aurai un tout petit flop à la fin, mais très rapide. Ça a doublé. Mon top, c'est j'ai regardé Tchernobyl ce week-end. J'ai regardé Tchernobyl, pourquoi? Parce que je savais que je l'avais dans mon to-do. Le monde n'est pas assez anxiogène et tu Non, mais il me fallait un sujet pour écrire sur le Grand Pop et je l'avais depuis longtemps qui traînait. Donc là, je l'ai enfin regardé. Et ce qui m'a motivé, c'est l'annonce qu'il y a eu la semaine dernière. Comme quoi, donc Craig Mazin, qui est le showrunner de Tchernobyl, va s'associer avec un monsieur qui s'appelle Neil Druckmann. Et Neil Druckmann, c'est juste le monsieur qui est derrière Last of Us, le jeu vidéo. Donc The Last of Us, c'est un de mes jeux vidéo préférés ever. Je sais qu'à chaque fois, les gens me disent oui, mais ça ne réinvente pas le gameplay, le machin. Effectivement, mais par contre, c'est une maîtrise de storytelling. Et pour la première fois, j'ai pu ressentir des personnages qui étaient au-delà d'un personnage de jeu vidéo. Donc pour moi, il fait partie il est vraiment du panthéon des jeux vidéo. Il a d'ailleurs été nommé, il a eu le prix du meilleur jeu vidéo de la génération PS3 360. Donc c'est pas rien, c'est un prix qui tombe tous les 10-12 ans. Et du coup, il y avait un film en stand-by, il a été annulé. Et on est maintenant sur cette série télé. Donc quand on voit la pertinence formelle et de discours
dont est capable Mazin dans Tchernobyl, quand on voit, puisque ça va reprendre l'histoire de Joel et de Ellie, qui sont les personnages principaux, et qui se permettent même d'aller peut-être faire le lien entre le jeu 1, qui est sorti il y a quelques années, et le jeu 2 qui sort dans l'année maintenant. Donc du coup, je suis plus que overhypé avec cette annonce-là, puisque voilà, le point d'interrogation c'était comment le faire et avec qui. Et quand on voit, voilà, alors c'est vrai que Greg Mazin c'est aussi le mec qui a fait Scary Movie 3 et 4, et The Hangover 2 et 3. Et Super Hero Movie. Et Super Hero Movie. Donc bon, il y a à boire et à manger, mais quand on lui donne quelque chose d'un petit peu d'un projet qui a de la hauteur et déjà quelque chose, il arrive à en faire quelque chose d'extrêmement bien, parce que Tchernobyl c'est vraiment extrêmement bien. Donc voilà, c'était mon coup de cœur. C'est beau ça. Mais si seulement Greg Mazin avait pu écrire The Outsider. Parce que j'ai vu quelqu'un qui disait que vous allez parler de The Outsider. Qu'est-ce qu'on a envie de dire sur The Outsider? Que c'est long tout ça. Donc, pour revenir sur Craig Mazin, c'est peut-être comme Todd Phillips, c'est peut-être un mec à qui on a donné des comédies à écrire parce que il fallait bien manger et se faire un nom. C'est vrai. Et qu'en fait il a toujours voulu faire des trucs beaucoup plus sérieux. Donc ouais. Il y en a plein comme ça. Donc exactement. Maintenant on attend le casting, parce que ça sera une énorme étape, parce que on veut Ellen Page. Voilà. Elle avait été comment on dit, modélisée. Modélisée. Pas pour ce jeu-là. Motion capture. Non, c'est pas pour ce jeu-là. Non, c'est pas pour ce jeu-là. C'est vrai qu'elle fait penser à elle. Mais il y avait quelque chose. Les deux jeux étaient sortis à peu près au même moment, ça avait fait débat. C'était pour Heavy Rain. C'était pour c'était pour Beyond Two Souls. Voilà. C'est très bon. Allez, non, mais les jeux vidéo, celui-là. Et du coup, donc voilà, quels acteurs? Parce que Neil Druckmann, donc le mec qui avait fait le jeu vidéo, enfin le chef d'équipe, on va dire. Pour lui, il n'y a que les acteurs qui ont servi à la motion capture et au travail de doublage. D'ailleurs, si vous voulez sur le net voir les séances de capture, c'est exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire. Donc voilà, ça c'était mon top. On en reparle dès qu'on a des infos. C'est pas bête, c'est quelqu'un qui fait la fille de Logan et de la Croisée des Mondes. Serait bien aussi. Parce que moi, je pensais aussi à Hugh Jackman, mais ça ferait trop redite avec Logan. Tout à fait. Mais il y a ce côté-là qui peut marcher. Et tu avais un petit flop. J'ai un tout petit flop parce que, comme on a parlé de Max von Sydow, à chaque fois, quand il y a quelqu'un qui a une énorme aura qui meurt et que quelqu'un d'autre qui a moins de médiatisation meurt aussi, on a tendance à un peu l'occulter. On se souvient qu'à la mort de Johnny, il y avait des gens qui étaient passés un peu sous le radar. Farrah Fawcett est morte 2 heures avant Michael Jackson. Ouais, voilà, par exemple. C'était quand même dur. Donc voilà, moi je voulais juste qu'on ait un petit mot pour le dessinateur de Rahan, voilà, qui est décédé. Alors je me suis mis une note parce que évidemment je ne me souviens pas de tout dans le détail. Pour moi Rahan c'était ce dessin animé là quand j'étais petit. Mais voilà, le monsieur est né en 37, il est donc mort là et jusqu'en 2015 il dessinait encore. Donc voilà, on a quand même pas quelqu'un qui a été ultra prolixe en faisant plein de séries différentes, mais voilà, Rahan c'était c'était une époque quand même. Et rappelons qu'un film a failli être fait par Christophe Gans, très compliqué à mener, et on aimerait voir ce film, Rahan en film, on aimerait vraiment. Surtout ce qu'on nous a dit, c'est qu'apparemment le tournage est aussi tombé à l'eau à cause du SRAS à l'époque. C'est comme quoi. Ce qu'il faut se dire sur Rahan, c'est que c'est pas forcément d'une vérité historique absolue. On le voit, il y a des humains et des dinosaures côte à côte. Mais par contre, c'est une véritable fable humaniste sur l'ouverture d'esprit, sur comment on survit à plusieurs contre d'autres groupes qui sont complètement verrouillés. Donc c'est quand même quelque chose qui est encore d'actualité. Et voilà. Donc petit message pour ce cher André. Hein. Tout à fait. André Chéret. Staline est mort le même jour que, pour reprendre, soit mort connu. Ah oui, je crois que c'était la semaine dernière. Le même jour que Serge Prokofiev. Ceux qui ont connu Serge Prokofiev, la musique Pierre Leloup. De Pierre Leloup. Tu l'as. C'est excellent. J'ai l'impression que j'étais seul là. Mais il m'a empêché avec la place. Je te prends, tu me regardes. Du côté des top flops, on termine par Brigitte avec un sujet qui a été évoqué dans le chat tout à l'heure par la moule rieuse. Je l'ai vu, il a fait. Voilà. La moule rieuse, il régale. Il régale. Il est là. Alors, je vais vous reparler de coronavirus et c'est un top. Je sais dit comme ça, c'est étrange. En fait, je vais vous parler d'un film qui est sorti en 2014 qui s'appelle Les Combattants. Voilà, c'est un film français qui est vraiment génial. Voilà, peut-être que dans le chat, vous aimez pas trop toujours les films français, mais là, s'il y a bien un film à voir, c'est celui-ci avec Adèle Haenel. Donc, on a beaucoup parlé ces derniers temps. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est parce qu'en quelque sorte, c'est un film qui a été prophétique, puisque donc il a été écrit il y a 7 ans, il est sorti il y a 6 ans, et il était question d'un certain coronavirus. Il y a une scène qu'on a retrouvée, je ne sais pas si on va pouvoir la passer en intégralité, mais il y a une scène à table avec Kevin Azaïs et Adèle Haenel, qui sont les personnages principaux du film, et donc qui se préparent tous les deux à la fin du monde. Et là, ils évoquent tous les scénarios possibles, pourquoi il faudrait se préparer à la fin du monde. Et voilà, donc la fin, l'extinction. On va regarder l'extrait, on revient en plateau après. Il y a le choix pour tout foutre en l'air. Les émeutes de la faim, guerre de religion,
La sécheresse, le dérèglement climatique, le basculement des pôles, les centrales nucléaires qui pètent. Ouais, ou les épidémies. Tu sais, trucs respiratoires que tu peux pas soigner, là. Le coronavirus. Ouais. Non mais ça je crois pas parce que la prévalence elle est déjà en train de baisser. Ouais, bon ça va, on a la télé là. Présence quand même à l'écran à chaque fois. Donc c'est vraiment amusant de retrouver cette scène aujourd'hui parce que voilà, on avait l'impression qu'ils avaient presque pressenti, ou je sais pas comment dire. Alors après, il faut savoir que le coronavirus, c'est pas un mot qu'on vient d'inventer. Voilà, ça date d'il y a 10 ans, mais c'est vrai que pour beaucoup, et enfin moi la première, je découvre ce terme, et c'est vrai que de voir ce film aujourd'hui et qu'ils en parlent, et évoquant les scénarios de fin du monde, c'est voilà, amusant, et surtout ça permet de voir Adèle Haenel au cinéma dans un des films qu'il a fait connaître au grand public et où on découvrait son potentiel comique aussi. Donc je vous le conseille, c'est en VOD DVD, ça s'appelle Les Combattants et c'est réalisé par Thomas Caillet. Il y en a plein qui disaient, c'est la première fois que je la voyais, et puis elle disait qu'elle crevait l'écran. Ouais, ah oui, elle est vraiment. Parce que la bande-annonce en fait était assez légère et ça faisait pas film d'auteur, enfin ça n'avait pas le cliché film d'auteur pour le grand public. Et ça donnait vachement envie de le voir. Et on dit souvent, oui, les films français, il y a des choses bien, essayez de vous y intéresser. Et dans le chat, j'ai vu quelqu'un qui dit, en fait, c'est les films français qui ne nous aiment pas. Et on avait parlé sur ce même plateau de la difficulté pour pas mal d'auteurs et d'autrices, d'auteurs, de réussir à pouvoir monter des projets ou de films de genre ou d'être financés, etc. Ouais. Je pense que là, on a un débat qui peut être vraiment intéressant. Parce que là, du coup, il sera très excellent. En fait, c'est un cercle vicieux. C'est que les financiers se disent on n'est pas sûr que ça marche, donc ils ne donnent pas assez d'argent. Résultat, le film est bancal. Les gens vont pas le voir, ça marche pas, et après les financiers disent vous voyez ça marche pas, donc on peut pas donner assez d'argent. Il faudrait un carton genre comme le Pacte des loups à l'époque pour relancer la machine. Qui n'était pas non plus. Non mais tu vois, il y avait une vraie marché, mais qui n'était pas incroyable. Ouais, non, mais voilà, je pense que le film a ultra mal vieilli, mais au moins il y avait une vraie tentative, il y avait vraiment quelque chose, il y avait une vraie ambition, et ça a marché. Tu vois, ils ont mis les moyens, ça a marché, donc tu te dis peut-être qu'il faut prendre des risques. Et du coup, auteur ou autrice? Les deux. Les deux sont acceptés, j'avais vérifié. Et pour terminer sur le coronavirus, la news vient de tomber, donc je vous la lis en direct. Une réaction du Festival de Cannes. Ils ne regardent pas nous en ce moment. Salut Thierry. Il a dit sur Madame Firewall, je suis moins d'accord. Ip Man 4 en séance de minuit, non. Alors que Thor 4, en revanche, merde. Non, ils disent, ils ont réagi notamment aux nouvelles mesures demandées par le gouvernement. Et donc, ils disent notamment s'il faut fermer une partie des salles de projection, nous le ferons. Si les limitations en vigueur sont toujours de moins de 1000 personnes dans un même lieu, nous pourrions notamment fermer le balcon du grand auditorium pour ramener la salle à 853 places au lieu de 1456. Mais ça va être une émeute. Ça va être une émeute. Parce que déjà, il y a des gens qui... Là, en fait, les deux plus grandes salles du Festival de Cannes, elles font dans les 1500 places, si je ne me trompe pas. C'est blindé à chaque fois. Et à chaque fois, il y a même des gens... On a vu des gens se battre pour rentrer au film de Ryan Gosling, par exemple. Voilà. Donc là, tu réduis la salle de moitié. Les accrèdes de vaudront cher. Vaut mieux pas le faire. Pas le faire du tout que de réduire. Oui, mais alors, justement, pourquoi ils veulent le faire? Parce que c'est 195 millions d'euros de retombées économiques. C'est ça, comme Roland Garros. C'est compliqué. Un désastre économique. Mais c'est vrai qu'après, cette nouvelle mesure d'interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes, c'est que dans ce cas-là, tu fermes le Grand Rex, tu fermes la grande salle de l'UGC Normandie, et pas mal, même l'UGC Léal, tu le fermes parce qu'il y a quand même 1000 personnes qui circulent en même temps, même Léal en général, de toute façon. Et c'est compliqué. Beaucoup de débats sur Disney. Beaucoup de débats. Disney reste ouvert. Alors qu'il y a 40 000 personnes par jour. Tomber là-bas, tu vas, et puis en plus, tu fais les files d'attente, tu es confiné. Et nos amis, parce que c'est 20 minutes qui sort la news, que je salue, l'an dernier, notamment, il y a aussi des questions sur le marché du film, qui est quand même le plus grand marché du film de la planète. Il y avait quand même 12 500 accrédités. Donc s'il faut réduire à 1000, à moins de 1000, et en plus tu es en sous-sol toute la journée. Et des gens venus du monde entier. Voilà, ça va être très, très compliqué, mais en tout cas... Vous avez vu qu'en Chine, ils ferment les boîtes de nuit, et du coup, ils streament des DJ, et ça marche mieux. Comme ça que quand il y a les boîtes de nuit. Ça rapporte genre entre 90 000 et 101 000 euros la soirée. C'est ouf, hein? C'est fou. Mais moi, je me demande si on va pas arriver à ça sur des interviews. C'est-à-dire des interviews, quelqu'un est à Los Angeles, par Skype, en fait, tu le vois et pour il être totalement filme. transparent, c'est ce qu'on nous propose de plus en plus. On nous dit, on annule les déplacements de tel ou tel talent, et maintenant, ça va se faire par Skype. Donc vous direz bonjour à Vin Diesel, on vous enverra les rushs, machin. Et en même temps, en termes de bilan carbone, est-ce que c'est pas une bonne idée de toute façon? Aussi, c'est un peu triste de passer à la paluche à Vin Diesel. Et puis il y a aussi le moment où tu vas poser ta question, puis il va être comme ça pendant 30 secondes. Bilan carbone, Vin Diesel. Ouais, c'est vrai que mauvais exemple. Tu regardes la fiche de Fast and Furious, effectivement. En tout cas, voilà pour le top flop. Il faut qu'on avance parce que déjà il reste plus d'une heure d'émission. Mais bien, on a le temps. Pas sûr. Je crois que là on est très en retard parce qu'il y a quand même la chronique de Martin et c'est une super chronique. Jingle. Ah bon, déjà? Bon. Martin, aujourd'hui, on parle d'un grand film.
Tout à fait. On parle d'un grand film à partir d'un film qui est un peu moins grand pour moi, puisque Dr. Sleep, c'est la sortie du... C'est ça enfin, c'est la sortie DVD de Dr. Sleep, qui est donc la suite de Shining. Voilà. Bon, moi, Dr. Sleep, perso, c'est pas mon délire, mais bon, voilà. Par contre, donc, on va parler de Shining, qui est devenu un film, on peut dire, un film culte. C'est pas trop galvaudé de parler de film culte pour Shining. Je voulais revenir sur Shining parce que Shining a énormément influencé, et pas que le cinéma, mais toute la pop culture. Et je vais vous parler de tous les registres, en fait. Vite fait, donc Shining, c'était un roman de Stephen King sorti en 1977. Adaptation de Kubrick en 1980. En gros, l'histoire rapidement, c'est une famille qui doit s'occuper d'un hôtel pendant l'hiver quand il n'y a plus de clients. Et ils sont isolés dans la montagne. Et en gros, l'isolement va faire un peu péter les plombs au papa de la famille, à savoir Jack Nicholson, qui va devenir fou. Là-dessus se rajoute une histoire de fantômes qui hantent un peu ce lieu, puisqu'il s'est passé des choses pas terribles dans l'hôtel quelques années aupauvant. Ouais. Pas ouf. Des choses pas ouf. L'exorciste, c'est sur une fille qui a un peu du mal. Oui, et en fait, ce qui est impressionnant dans ce film, c'est que c'est un film qui nous a marqué parce qu'il y a beaucoup d'images fortes dans ce film. On pense évidemment à Jack Nicholson qui défonce la porte. On peut penser aux jumelles, les apparitions des jumelles, le sang avec l'ascenseur, le tricycle. Ouais. Il y a énormément d'images fortes. Je pense que c'est aussi pour ça que le film est resté. Avant que tu te lances dans l'énumération des images, juste il y a Jorko qui demandait Martin, c'est quoi ton t-shirt? Ah, vous voyez pas? C'est Zico, ça encore? Ça, c'est une des plus belles scènes du cinéma. Blade Runner. Blade Runner. C'est Rutger Hauer sur le toit et son monologue. J'adore cette scène. Très beau t-shirt. Voilà, je te redonne la parole. Et donc toutes ces images ont influencé la culture et donc il y en aura pour tout le monde. J'aurai du jeu vidéo pour toi, j'aurai de la musique pour Menoro, on va parler séries et bien sûr on va parler cinéma. Chacun sa catégorie. Je regarde il y aura des calembours exactement pour toi. Donc je vais aller un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses, mais jeux vidéo. Donc j'ai pensé à toi en préparant ça. J'ai vu que par exemple, moi j'y connais rien en jeux vidéo, je vous le dis tout de suite, je vais être sincère, je parle pas grand chose, ma culture s'est arrêtée il y a longtemps. Donc Alan Wake, où il y a une scène effectivement où il y a la scène de la porte qui se fait défoncer, qui est clairement reprise en hommage. Il y a d'autres jeux comme Blood ou Duke Nukem qui recréent carrément le décor. Duke Nukem qui est un grand FPS classique de l'époque où tu joues une espèce de goré comme acteur et qui est grand jeu. Donc t'as aimé toi celui-là? Duke Nukem 3D, c'est un de mes jeux préférés. Et un dernier jeu, et là on est en plein dans la Mid-Genius puisque Mortal Kombat. Mortal Kombat X, les frères. Ah, mais oui. Et en fait, ce personnage qui s'appelle Johnny Cage, et en fait, quand il finit un perso, il passe à travers le mec qui tue et il fait Johnny. Voilà, donc grosse référence. Un acteur qui est un acteur en plus dans le jeu. C'est un acteur, censé être un acteur. D'accord. Voilà. C'est pas grave. Non, mais je te le dis, c'est vraiment ça. Voilà pour les jeux vidéo. En musique, il y a beaucoup de clips qui ont repris des scènes de Shining. J'en ai repéré 3 parmi pas mal, mais il y a par exemple 30 Seconds to Mars de notre ami Jared Leto qui reprend plein d'images. Donc ils arrivent dans un hôtel, c'est le scénario du clip, et donc la machine à écrire, la fameuse scène baseball. Qu'est-ce qu'on a? On a un groupe que je connais moins qui s'appelle Slipknot. Musique un peu vénère, tu gères un peu, tu connais un peu. Je sais pas mon registre, mais oui, je vois. Et dans le clip Speed It Out, beaucoup d'images reprises aussi de Shining et des images assez violentes qui fait que le clip a été censuré sur MTV. Donc voilà, pareil, on a tout. On a la hache, il y a tout ce qu'il faut. On a le tricycle, on va avoir les. Ils arrivent à rendre Shining encore plus violent. Exactement. Ils ont mis Slipknot, c'est ça que j'ai vu? Exactement. Et effectivement, même la musique est bien hardcore aussi. Et le dernier, Pink. Pink la chanteuse. 2008 avec le clip. 2 salles, 2 ambiances. Oui, exactement. Don't Leave Me, et ça c'est la fin du clip où encore une fois la fameuse scène de la. Sauf que là, au lieu de se prendre un coup de couteau, la Pink, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Un spray de je ne sais pas quoi, mais c'est comme ça qu'il va se débarrasser. Nivea. Ça fait mal. Hydrate-toi. Et le gars, on aurait dit un mix entre Vincent de Dienne et Jared Leto, c'était bizarre. Pas trop malgré. C'est un mix un peu étrange. Et pour finir avec la musique, je me suis dit que ça ferait du bien d'écouter un peu de techno hollandaise. Ah oui. Oui. On devrait faire ça plus souvent. C'est bon ça, non? Here's Johnny. Oui, ils se sont fait sampler Shining aussi sur pas mal de trucs, dont ce fameux Here's Johnny. Ça régale. Passe aux séries télé. Le Here's Johnny qui est un peu décevant en VF, même si c'est Trintignant qui fait la voix, il le fait très bien, mais en fait il fait coucou chérie, me voilà, un truc comme ça, c'est un peu nul. J'ai acheté du pain. Tout de suite, ça va. Et c'est vrai, on ne sait pas trop, c'est Trintignant qui double. Et rapidement, un fauteuil pour 2.
un des clients de Jamie Lee Curtis le fait. Je sais pas si vous aviez la petite ref. Il fait quoi? Il fait Yes Johnny. Ah ok, j'avais pas vu celui-là. J'ai cru que tu étais en train de spoiler la chronique de Marc. Non, au contraire, si vous avez des anecdotes, c'est un allez-y. ami, c'est un ami. J'essaie de repérer. Oui, alors donc. Ouais, donc dans les séries, énormément de références aussi. Une qui est sympa, qui est marrante, c'est dans, je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, dans Friends, où Joey en fait lit Shining. Et comme ce livre lui fait très peur, le soir il le met dans le freezer. Je trouvais ça marrant. Donc en fait c'est Jennifer Aniston qui ouvre le frigo et qui tombe sur Shining. Et ça vu Shining au cri. Ça me fait rire. Dans Malcolm, une série que j'adore, je crois que j'ai tout vu, j'ai vu tous les épisodes. On a une petite séquence où Malcolm va chez le psy et pour se faire passer un peu pour un fou, il reprend ce gimmick de Danny, l'enfant qui a son ami imaginaire Tony. Donc il fait comme ça. Yes, Tony. Ouais. Tu fais bien. Ça fait partie de la chronique qui travaillait. Hein. C'est un des éléments du film qui personnellement m'a toujours mal à l'aise. Et je me dis, les parents ils trouvent ça normal, alors que moi, si mon gamin fait salut, parce que c'est vrai qu'il y a avoir un ami imaginaire et avoir un ami imaginaire qui est à côté de toi comme ça. C'est bizarre. Ça fait aussi un peu penser à la marionnette de South Park là, avec le Monsieur Toc. South Park. Génial. Il est bon, merde. South Park, tout un épisode qui est assez marrant. Je vous fais le résumé vite fait, mais en gros, c'est le père de la famille Marsh. Comment il s'appelle déjà? Stan, à l'ombre. Randy. Stan. Ouais. Oui, non, mais le père. Randy, je crois. Monsieur Marsh. Randy. Ouais, Monsieur Marsh. En fait, c'est assez drôle. Il reprend un vidéoclub, pardon. Et il est persuadé que ça va marcher. Et en fait, personne ne vient dans ce vidéoclub. Et donc, la famille reste dans ce lieu où personne vient et il pète les plombs à la manière de Nicholson dans Shining. L'épisode est vraiment sympa. Et dans les Simpsons, évidemment, énormément de références. Et surtout dans le Simpson Horror Show 5. Voilà, énormément. Bon, on a tout. Pareil, on a tout. Voilà. Ça régale. Il y en avait dans Breaking Bad aussi. Il y en avait dans les Griffins. Il y en avait dans Buffy. Mais il fallait encore un peu de place pour le Cinoche, bien sûr. Oui, évidemment. Le Cinoche, merde. Énormément de références à Shining dans le cinéma. On commence par des petits détails marrants avec cette image, un film que je n'ai pas vu, mais juste pour l'image, c'est sympa. Qui a vu Angry Birds? Oh ouais. Il est magnifique. Quand même, il y a un truc. Il est bon. Ouais, bon, j'ai pas vu, mais il y a cette petite dédicace dans Angry Birds. La tenue. Et surtout, ouais, on en avait parlé un peu avec Johan, énormément de références à Shining dans l'univers Pixar. Ah ouais. Pourquoi? Parce que l'un des réalisateurs phares de la franchise, Lee Unkrich, il s'appelle, est fan du Kubrick et donc il a disséminé plein de références à Shining. Donc dans Coco, on a vu les jumelles. Ah oui. Dans le Toy Story 1, référence au tapis. C'est quand ils sont chez le voisin, ça. Hein? C'est quand ils sont chez le voisin, c'est ça. Sid. Ouais, chez Sid. Mais alors c'est dans le 3. Alors là, il y en a un paquet. Ben à ordures. RM237, référence à la chambre interdite, Room 237, même chiffre repris sur la caméra. Bon, quand il chatte, il y a le Velocity-Star 237, toujours pareil. Et, on vient d'en parler, Mr. Tony, en référence probablement, on n'est pas sûr, mais probablement au Tony, petit ami imaginaire de Danny. C'est bon. Il y en a une autre dans Coco qui est encore plus cachée, parce que déjà celle-là est cachée, c'est celle du bidon rouge. Non, t'as pas vu ça? Non, vas-y. À un moment, il y a un plan sur l'arrière-cour où il y a comment il s'appelle, Miguel, je crois, qui joue. Et en fait, il y a un bidon rouge avec une hache plantée dedans, donc c'est la hache de Jack Nicholson. Et bidon rouge en anglais, ça se dit Red Rum. Ouh, lourd, lourd. Ça régale. Ça régale. Ça régale bien. Qu'est-ce qu'on a après? Après, on a des films. Plus des dessins animés, mais des films. Toujours, on reste sur le 237. Hostel, ce film horrible, je sais pas si vous l'avez vu. Génial. Ah oui, non, horrible, pas dans le sens. Mais dans le sens gore, quoi. Il me régale. 1 et le 2. Le 3, après, ça parle en délire. Régal, c'est pas le mot que j'aurais employé pour ça, mais oui. Moi, physiquement, j'ai envie de manger. Et j'aime les tendons, David. Quand ils sont en Slovaquie, au début du film, ils sont dans la chambre 237, on voit d'ailleurs la clé. Normalement, c'est le moment où tu te barres en courant, quand on file cette chambre-là. Ce film, il fait mal. Johan, tu m'avais dit, on en avait un peu discuté avant, qu'il y avait également la cellule 237 dans les évadés. Dans les évadés, tout à fait. Mais j'ai pas trouvé de plan où c'est... Non, c'est juste que je crois que c'est à l'oral, à un moment ils disent, quand ils font sortir Morgan Freeman, ils disent machin, cellule 237. Ok, c'est ça. C'est un truc comme ça. Et pour finir, quelques références, par exemple dans Twister, il y a, vous vous souvenez de ce film? Ça, je suis sûr que ça t'a régalé. Ça m'a régalé. Moi, j'avais donné le tournis. C'est nul. C'est bon. Johan. Je l'ai fait, comme ça, je vous dis. Merci beaucoup. Il y avait le jeu qui cartonnait grâce à ça, c'est le jeu Twister, où tu étais sur un tapis, tu devais faire les... Vous vous rappelez pas? Oui, Oui, c'était ça, et du coup, grâce au film, ça a fait une espèce de twist, si je peux dire. Mais il a passé il y a pas longtemps, toujours bien. Ouais. Toujours bien foutu. La vache.
La vache qui vole, bon, ça c'est un classique évidemment. Donc on a vu le film est diffusé, on voit le film Shining, dans le film dans la séquence du drive-in et là l'ouragan arrive. C'est vrai. Vite fait, Lighthouse. Alors ça, je l'ai pas trouvé, mais ça, c'est quand j'ai vu le film, j'y ai pensé direct. Il y a une scène où Willem Dafoe court avec une hache et en plus il boite. Et vu que tout l'univers du film, lui aussi, c'est un tout sur la folie aussi, l'enfermement. L'enfermement, la folie. Je pense qu'il y a vraiment une référence évidente. Très bon film, Lighthouse. Si vous l'avez pas vu, le chat, je vous le recommande. Et j'en ai encore 2. Passengers. Grosse référence assumée. Joli. Pareil, toute une scène recréée, la scène du bar. Très belle. Voilà. Et évidemment, je vais pas spoiler parce que je ne le savais pas moi-même quand je l'ai vu ce film qu'il allait avoir ça, mais dans Ready Player One, évidemment. Moment incroyable. Moi, je ne savais pas du tout qu'il allait avoir ça. Et quand c'est arrivé. Parce que dans le livre, en fait, c'est le film War Games. Donc du coup, ça n'a rien à voir du tout. Et alors oui, ça je savais pas. Et ce que j'ai appris, c'est qu'à la base, ils devaient faire Blade Runner. Mais ils n'ont pas eu les droits. Ils devaient utiliser Blade Runner pour faire. Je suis tombé sur cette info. J'espère qu'elle est. Pourtant, c'est le même studio. En plus, Blade Runner, c'est la Warner. Il me semble que c'est Blade Runner 2049 qui est chez Warner. Mais le Blade Runner original, il est chez Sony 2049 et l'original, je crois qu'il est chez Warner. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que ça a coincé, parce qu'il y avait la suite en préparation, je pense. C'est ça, il y avait ça, c'est que ça sortait en même temps que. Je sais plus, j'ai peut-être confondu, mais. Mais non, mais t'as raison. En fait, 2049, c'est sorti chez Sony. C'est peut-être ça, t'as raison, qui a bloqué. Et j'ai une autre référence vraiment toute récente. C'est pas une blague, c'est dans Duke But 3. Elise Moon a plusieurs références. Respectons. Non, parce qu'il y a des clins d'œil à des films d'horreur et notamment Shining. Voilà, donc, on se marre du Kobe 3 qui a quasiment 1,5 million d'entrées. Qui est le record de la saga d'ailleurs. Oui, tout à fait. Un des complexes parce que, autre exemple, dans Le Pari, Didier Bourdon, Bernard Campan, ils essaient d'arrêter de fumer et ils mettent le tabac, c'est tabou. On avait et à un moment, ils arrivent et en fait, Bernard Campan, il écrit un livre avec des phrases. En fait, c'est comme des phrases. C'est vrai. Elle est belle, non? Et bon, j'avais Shining Tattoo, mais il fallait pas. Shining Tattoo, j'ai hésité à la faire aussi. Je dois avouer que j'ai hésité. Merci beaucoup pour ça. Il y en a plein, il y en a des milliers. Non, mais il y en a, laisse tomber, j'ai dû faire un choix. C'est pour ça, désolé le chat si je suis allé un peu vite, mais il y en avait tellement que j'ai dû. N'hésitez pas dans le chat à en donner d'autres, à échanger là-dessus. Moi, je pense il y a dans Stand By Me où ils réunissent 2,37 $. Faudra qu'on en parle. Non, c'est pas sûr ça. Tu m'en avais parlé aussi, je suis allé voir et c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour cette chronique. Il est temps de parler série avec Mégane, l'agenda série. Comme nous n'avons pas parlé série la semaine dernière, Mégane n'a pas une série, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 5. 5. Oh là là. 5 séries. Ça va vous recommander cette semaine, ça bosse, ça bosse sec. Voilà. Eh ben nous t'écoutons. Première série. Première série qui devrait plaire aux fans de Gomorrah ou Narcos. C'est une série qui s'appelle 000, qui est sortie sur Canal+ le 9 mars, donc hier. C'est par Oui, c'est ça. Tu l'as fait en espagnol. Bah oui. C'est bien. Bah quoi? Non, c'est beau. Il y a eu du taf. C'est beau. On a dit qu'il y avait eu du taf. Écoutez un peu. Non, c'est beau. Ah oui, j'ai travaillé. Donc c'est une série qui a été créée par Stefano Sollima, donc l'un des créateurs de Gomorrah. Donc on reste vraiment dans la même veine et en gros c'est tout simple comme pitch, c'est une immersion dans le marché mondial de la cocaïne. Donc on suit vraiment tout le cheminement du marché de la cocaïne, de la fabrication jusqu'à la vente. Donc voilà, c'est pour les fans de Narcos, pour les fans de Gomorrah. On m'a dit que c'était très beau. C'est très très beau. Il y a une photo hyper belle. C'est très très beau. Tu confirmes? Je confirme. Très bon thriller. En plus, on apprend énormément de choses sur le trafic de cocaïne, donc très instructif aussi. Voilà, très instructif. Bien. Voilà, avec un casting international. Donc ça permet d'aller au-delà d'un enquête exclusive, par exemple. Parce que oui, moi, j'ai beaucoup appris sur la cocaïne grâce à Bernard de la Villardière. Donc ça permet d'aller au-delà. C'est donc à voir sur Canal+ depuis hier. Et je pense, il propose déjà l'intégralité de la saison sur MyCanal. Comme pour chacune de leurs séries. Vous pouvez binge-watch. Comment? On dit qu'il y a Checky Cario dedans. Non, c'est pas. Ils ont pas confondu avec Gabriel Byrne. Je sais pas. C'est un peu le même physique. Oui, c'est pour ça, c'est la même façon de parler. Mais non, pas du tout. Série, alors j'en parlais en intro en disant qu'on allait parler d'épidémie de zombies. Série qu'on attend très beaucoup. Après un cliffhanger que j'avais qualifié cliffhanger d'enfoiré. Sur ce plateau, je me souviens. Ah ouais? Oui, tout à fait. Eh bien, oui, non, c'est vraiment une série surprise de l'année dernière, un gros coup de cœur pour moi, mais je sais aussi pour toi, Johan. C'est la série Kingdom, la série sud-coréenne de Netflix qui est sortie l'année dernière, donc série de zombies. Et on a enfin la saison 2 qui arrive le 13 mars sur Netflix. Donc c'était une série qui nous plongeait dans un royaume qui était rongé par la corruption et la famine et
on rajoute à ça une invasion de zombies grâce à, enfin pardon, pas grâce mais plutôt à cause d'une épidémie. Donc voilà, donc il y a toute une histoire autour du prince aussi qu'on doit protéger parce que l'épidémie ronge d'abord évidemment les couches plus pauvres et va ensuite s'insérer dans la royauté. Et donc voilà, grosse épidémie zombie, c'est génial. Grosse surprise de l'année dernière et donc on a enfin une saison 2 qui débarque le 13 mars. On est reparti sur un nombre d'épisodes assez réduit, parce que c'était 6 épisodes. Est-ce qu'on est sur 6 ? Je pense que oui, j'ai pas la confirmation de cette information, mais je pense que oui. Donc, je pense qu'ils vont rester sur le même frustration. schéma. Frustration ultime. Avec un deuxième cliffhanger d'enfoiré à la fin. Ça a marché ou pas, cette série, au-delà de oui, ils ont fait une saison 2, est-ce que ça a eu un bon score ? Est-ce qu'on sait s'il y a eu un... Étant donné que Netflix ne communique pas ses chiffres, je peux pas te répondre. Mais s'ils ont fait une saison 2, c'est que ça a dû fonctionner, oui. J'avais une théorie sur le fameux climax de fin de saison, c'était que pour montrer ce qu'ils voulaient montrer, il fallait plus de budget. Donc il y avait peut-être cette idée de, plutôt que de mal le faire, le teaser. Et donc là, la saison 2 va peut-être répondre à tous ces trucs-là. Et c'est vrai que c'était c'est vrai que la saison 2, le tournage avait commencé genre au moment où la une venait d'être lancée. Donc peut-être que Netflix, en fait, dès le début, leur a dit bon, allez-y avec votre saison 2. Ce qui serait bien, parce que c'est vrai que si c'était arrêté sur ce cliffhanger d'enfoiré, encore une fois. Bah non, mais c'est un cliffhanger interdit. Et si je me trompe pas, je vérifie, oui, c'est par le réalisateur de Tunnel. Qui était un très bon film à découvrir aussi. Et dans la série, il y a Dunabe qu'on aime beaucoup, qui était dans Sense8 notamment. Et on voit qu'il y a une évolution entre la première affiche et l'affiche de la saison 2, puisque la première affiche, c'était une affiche avec un seul personnage, c'est-à-dire que le héros, et enfin, on voit qu'ils ont étoffé la galerie de personnages. Choral dans la saison 2, on s'intéressera vraiment beaucoup plus à tous les personnages dans la saison 2. Donc c'est à voir à partir de vendredi sur Netflix. Vendredi, il y a également une série française. Série française que j'ai commencé à regarder, que j'aime beaucoup, qui sort aussi le 13 mars. C'est une série France TV / qui s'appelle Stalk, avec Théo Fernandez, qu'on voit donc sur l'affiche, qu'on aime beaucoup dans Irresponsables, Max et moi. Exactement. Même en général, il faut aller au-delà des tuches, parce qu'il a vraiment du talent. Je suis d'accord avec toi. Et donc dans cette série, il incarne Lucas, qui se fait appeler Lux. En fait, c'est un ingénieur informatique qui est un pro du code et il arrive à intégrer une des meilleures écoles d'ingénieurs de France. Et donc il s'installe sur le campus et en fait, il va se faire bisuter. Premier week-end d'intégration, il se fait bisuter et il va décider de se venger en fait en infiltrant les ordinateurs, les téléphones portables de tous ses petits camarades. Et donc il va stalker tous ses camarades de classe et les faire chanter. Voilà, donc c'est une super série, c'est un peu à la You mais plus intelligente. Oui, c'est ça, c'est un peu à la You mais plus intelligente et il y a vraiment un vrai message sur les comportements entre jeunes qu'on peut avoir sur le fait de stalker, de s'immiscer dans la vie privée des autres, c'est vraiment super intéressant. Et c'est une série très courte, c'est du 20 minutes, il y a peu d'épisodes, ça se regarde bien vite. Voilà. On aime ça. Et tu parlais d'une comparaison avec You, mais moi, sur le pitch, ça me fait penser à un mix entre les séries France TV /, on pense notamment à Scam, et Mr. Robot. Il y a un peu de ça ou pas du tout ? Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, mais c'est vraiment à l'échelle campus universitaire. Oui, c'est ça. Il va pas changer le monde. Voilà, il va pas changer le monde. Hein. Ouais, non, c'est pas un. On redemande le nom de la série. Ouais, Stalk. Et je t'ai interrompu, Maxime. Oui, non, en fait, quelqu'un nous demandait si c'était lui, Gaston Lagaffe. C'était bien lui dans le film Gaston Lagaffe, en fait, dans le rôle. Et c'est bien Chiqui Cario dans. Oui, aussi. Okay. Que de confirmation. Que de confirmation incroyable. C'est incroyable. Et c'est à découvrir sur France TV /, voilà, plateforme de France Télévisions. Et il y a 2 séries sorties la semaine dernière, mais qu'on peut commencer à rattraper, même si j'ai vu dans le chat quelqu'un qui fait comment on va avoir le temps de voir tout ça. Je suis bien d'accord. Bon et Disney Plus arrivant bientôt, ça va être encore pire. Ça va être compliqué. On n'aura plus de vie sociale. D'abord, Amazing Stories. Amazing Stories, oui, c'est une série Apple TV, donc mini-série de 5 épisodes. Corrige-moi si je me trompe, c'est ça ? Il y a 5 épisodes. Enfin, il y aura pour l'instant, qui est sorti le 6 mars donc sur Apple TV+. En fait, c'est un reboot de la série anthologique de Steven Spielberg qui était sortie dans les années 80. Et donc, on suit, en fait, à chaque épisode, on suit une histoire... on est plongé dans une contrée où l'imaginaire se mêle à la réalité, et donc on suit une petite histoire. Voilà, chaque épisode a sa propre histoire. Il me semble que c'est un épisode par semaine, si je me trompe pas, c'est ça. Parce que je sais que toi tu l'as vu. Ouais, j'ai vu l'épisode 1 dont on a vu des images avec Dylan O'Brien, de Teen Wolf. Et donc comme tu dis, c'est chaque semaine c'est un épisode
différent, donc avec une autre histoire, un autre casting, un autre réalisateur. Là, le premier, c'est sur une histoire de voyage dans le temps. Bah, voilà, on vient de voir passer un petit peu. Et voilà, je ne sais pas de quoi vont parler les autres histoires. Je suis un peu mitigé sur le premier. Parce que le premier, il dure 52 minutes. Et tu sais à peu près où ça va arriver. Et il n'y a pas... je trouve, la noirceur que peut y avoir dans la 4e dimension ou dans Black Mirror, qui sont d'autres séries anthologiques qui... alors, Amazing Stories avait été né après la 4e dimension, mais avant Black Mirror, et maintenant il arrive dans une époque où les 2 autres séries sont encore en poste. Donc c'est une série anthologique de base, c'est assez inégal, parce qu'un épisode racontant une histoire différente, t'es pas à l'abri qu'un épisode soit super et le suivant moins bien. Donc je pense qu'il faut quand même jeter un œil, parce que déjà, comme tu disais, il n'y en aura que 5, c'est vite fait, un par semaine, et qu'à chaque fois tu peux trouver une petite pépite, et un épisode moins bien qui compense à chaque fois, donc c'est quand même à regarder. Puis en plus, c'est Spielberg qui produit. Et c'est à voir sur Apple TV+. Donc compliqué, enfin plus compliqué d'y accéder que d'autres plateformes peut-être. J'ai l'impression que les séries Apple... Sauf si on a un compte Apple. Sauf si on a un compte Apple, mais les séries Apple n'ont pas trop décollé à part Morning Show, qui a un peu fait parler de lui et qu'on vous recommande et vraiment de Mythic rattraper. Quest aussi, que je vous reconseille. Oui, c'est vrai, Mythic Quest, qui est une super série sur l'univers des jeux vidéo, produite par Ubisoft. Très bonne série. Et dernière série qu'on peut vous recommander de rattraper, ça se passe sur Canal Plus Série. Donc là aussi, vous pouvez commencer à rattraper des épisodes grâce à MyCanal. Et je t'ai vu tweeter à ce sujet. Oui, donc gros tu as coup de aimé. cœur. Oui, gros coup de cœur pour cette série parce que c'est une série d'Alex Garland, je pense qu'on connaît. Alex Garland, c'est Ex Machina, c'est Annihilation, et puis c'est du lourd. Et 28 jours plus tard, parce qu'il avait travaillé aussi avec Danny Boyle. C'est lui qui avait écrit La Plage. Donc on a reparlé de 28 jours plus tard, effectivement. Donc grand monsieur, très très grand monsieur. Et donc là, il nous livre sa série qui s'appelle Devs, qui est sortie le 6 mars et qui est effectivement disponible sur Canal Plus Série ou MyCanal dans son intégralité. Donc mini-série, présentée comme une mini-série, donc ça aussi c'est très bien. 8 épisodes et on est amené à suivre l'enquête d'une ingénieure en fait, qui a perdu son petit copain. En fait, il bossait pour une compagnie technologique très mystérieuse. Il passait ses journées à coder, et le patron de la boîte a dit à sa copine qu'il s'est suicidé, mais en fait, on comprend que il a complètement disparu et qu'il s'est fait tuer. Et en fait, elle va passer toute la saison à enquêter sur la disparition de son mec. Et c'est super beau aussi, ça, faut vraiment bien apprécier les images, c'est sublime. Il y a des décors dans la forêt comme ça, avec des cercles. Alors, je dis pas grand chose dessus parce que ça révèle un peu toute l'intrigue, mais il faut vraiment se laisser transporter par l'intrigue qui est incroyable et par la beauté de la série. Tu parlais de Ex Machina, c'est un peu presque une extension d'Ex Machina, comme si ça se passait dans un lotissement élargi de Ex Machina. Exactement l'impression que ça fait, les images. Là, on voyait le patron, la barbu, en fait, on dirait vraiment Oscar Isaac dans Ex Machina, physiquement et dans l'attitude. Et là où vous pouvez suivre le conseil de Mégane, je me permets de le dire, c'est que moi, Annihilation, j'aime bien Alex Garland, mais pour le coup, ça m'avait un petit peu vacciné. Et en fait, je me suis dit, bon, quand même, regarde la première série d'Alex Garland. Et vraiment, j'ai vu les 2 premiers épisodes, c'est vraiment chouette. Vraiment très chouette. Très bonne série. Donc voilà pour les conseils séries. Et ça, c'est à rattraper sur Canal Plus Série. Applaudissements de ce côté-là. C'est magnifique. De ce côté-là. Pendant les applaudissements, je préviens la régie que je vais un petit peu bouleverser l'ordre du runner. Parce qu'on est un petit peu à la bourre. Si, on est un petit peu à la bourre. Donc en fait, on va faire le jeu maintenant. Et on fera les étoiles hallucinées juste après, avant les sorties de la semaine. Donc on passe au jeu de Martin si le jingle est prêt. Jingle jeu. On joue, Martin. Alors, j'ai eu du temps pour préparer ce jeu et j'ai tout donné. Niveau Photoshop, j'ai fait une formation et je viens avec un nouveau concept. Oh là là, ça y est. Assez simple la règle, mais ça va être plus parlant avec le premier. Donc pour le premier, vous allez devoir vous débrouiller, après vous allez comprendre. Mais en gros, j'ai pris plus ou moins 2 films ou 2 choses, je les ai réunis en une image et vous devez trouver le titre d'un film qui n'existe pas, que vous devez donc inventer avec ce que vous allez voir. Attends, là. Pour l'instant, on ne comprend rien parce que je l'ai très mal expliqué. Jusqu'à Photoshop, c'était assez clair. Je suis depuis 5 heures là. J'ai pris en gros 2 images de 2 films différents, en gros, que j'ai mélangés. D'accord. Et ça donne comme un nouveau titre de film en fait. Mais vous allez comprendre. Première image. Tu vas me régaler. Alors, le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Agneaux. Le Seigneur des Agneaux. Ah oui. Bien joué. tu sais quoi, D'accord, donc c'est des jeux de mots quand même. C'est des jeux de mots. Parce que ça pourrait être le Silence des Anneaux aussi. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est le seul qui marche dans les deux sens. En fait, faut rentrer dans ta tête, c'est ça l'idée. Non, tu vas voir après. Faut s'y connaître et être drôle. Ce qui est dans le cas, voilà. Excusez-moi, est-ce qu'on peut nous enlever le chat? Ah, merci Félindra. C'est quoi Ça va aller très vite. Excellent. Attends, il y en a des lourds. Excellent. Le prochain, je l'aime bien.
Prochain, et pour toi, c'est excellent. Karaté-Kid. Le Karaté-Kid est chez Max. Moi, une fois j'avais fait un Breaking Kid aussi qui passait pas mal. Voilà. En fait, c'est un jeu pour les gens qui ont déjà beaucoup d'argent à donner à l'association. Je suis exempté là. Ah oui, alors est-ce que chaque bonne réponse vaut 5 €? Juste pour savoir si vraiment je peux. Ah, mais si c'est les réponses trouvées, ça me va. Il y avait Kadaré-Kid. C'était Karaté-Kid. Mec, qui a trop bien trouvé. Troisième image. Ça régale, tu vas être bon en plus. Freddy Woman. Je sens des connexions entre Max et moi. C'était Freddy Woman. Pretty Woman et Freddy, tout simplement. Quand on aura fini, il va falloir nous expliquer la naissance de ce jeu. Il était 4 h du matin. C'est un artiste, il teste aussi. Ça, il est chez lui, c'est un labo chez lui, il teste un peu. C'était un test. Moi j'aime bien. C'est pas validé. Si, moi je valide. Alors le prochain, j'attends une réponse précise, tout est dans la prononciation. Alors, ouais. La Cage of Fall. La Cage of Fall, exactement. Ça, t'es bon, hein. Pourtant, c'est mon domaine, mais là, t'es bon. Je veux dire. Oui, c'était Nicolas Cage dans La Cage of Fall, donc c'était la Cage of Fall. J'ai failli dire Liberace, je sais pas pourquoi, j'ai vu Liberace. Libera Cage. Le prochain est dégueulasse. Ah non, c'est pas celui-là, pardon. Les daims de la mer. Allez. Oh, il régale. C'était Roger Hanin. Les dents de la mer. Les dents de la mer. C'était vraiment. Oui, donc c'était. Ça a gagné. Jean Dujardin, mais dans le film Le Daim et Les Dents de la Mer. Le Daim de la Mer. Putain, mais t'es fou. Un chat ouf. Non, c'est incroyable. Le prochain est vraiment horrible, j'assume. Le roi Léon. Le roi Léon. Le roi Léon. Putain, j'allais dire Jean Ré Lion. Jean Ré Lion. J'assume pas complètement le montage. Le montage, il est. Mais on dirait 4, franchement, je trouve ça dégueulasse. Quand t'as dit t'as une formation Photoshop, elle a accéléré. C'est pas une classe, c'est plus pas une classe. Menro qui est en train, tu vois, de se dire tout ce potentiel de Photoshop, qu'est-ce qu'on peut en faire sur le stream? Il y a ce zoom des enfers là depuis tout à l'heure. Ah non, à la régie, vous avez. Merci la régie pour. Et en même temps, c'est là qu'on se dit que c'est quand même bien fait. Jean Rhino. N'est-ce pas? Parce que j'ai rajouté des petits cheveux par-dessus. Dans un rhinocéros. Jean Rhino. Génial. Ah oui, t'as recopié la crinière du vieux. Oh la vache. Oui, exactement. Il y a un effort quand même. Le prochain, c'est pas le plus facile, mais. Chapeau. Le prochain. Oh. Mais du coup, je peux pas. Un poisson nommé Vandame. Un poisson nommé Vandame. Ouais. Oui, c'était Kevin Kline à la base dans Un poisson nommé Vandame, ce qui fait un poisson nommé Vandame. Je crois qu'on arrive. Ah non, il en reste encore 3. Un point pour Menro. Le prochain, est-ce que vous l'avez? Enfin, Star Roulette quand même pour se refaire. Taxi. Tootsie Driver. Mais Max, ça va vite. Là, je vois que tu gères ce jeu. Oui, c'était donc Dustin Hoffman dans Tootsie Driver. Qui a passé hier. Autant vous dire que les 2 derniers sont mes préférés. Ah. Oh là. Oh merde. Le dernier Menro. Le dernier Menro. C'est le dernier Menro. Exact. Il est exceptionnel. Est-ce que je peux l'avoir en fond d'écran pour mon ordi? Écoute, je ferai des distributions. Ah, mais bien sûr. Est-ce qu'on peut remettre pour que le chat ait le temps de faire des captures, tout ça? Voilà. Ouais, bah en fait, c'était Gérard Depardieu à la base d'un film de Truffaut qui s'appelait Le Dernier Métro, qui fait Le Dernier Menro. Tu me régales. Je crois que c'est mon meilleur profil en plus. Je tiens à m'excuser parce que. J'ai trouvé des photos sympas de toi. Ouais, je tiens à m'excuser parce qu'on traîne beaucoup. Notamment des photos sans barbe. Non, mais ça n'a pas existé. Putain, faut qu'on arrête qu'on se voit. On va en parler. On va débriefer ça. Le dernier. Wow. Johan d'Arc. Bravo. Max a tout défoncé sur ce jeu. Oui, c'était donc Jeanne Ça me va pas mal. Ouais, c'est bien. Je me revois avec des cheveux, ça fait longtemps. Et ça me va pas mal. On aurait dit Ryan Reynolds. Oh, c'est gentil, ça, je prends. C'était Ryan d'Arc dans ce cas. Moi, on m'a pas dit ça juste avant. On a dit on dirait Gérard Depardieu avec une barbe. J'ai pas osé. On aurait dit Alors Ryan Reynolds. maintenant, comment est né ce jeu? À quelle heure est né ce jeu? Je sais plus trop, mais je vais y réfléchir et on en reparle sur WhatsApp. Mais j'avoue, je sais pas comment c'est né. Du coup, ça allait vite, on va sur une Star Roulette. Ah oui, je sais pas si on aura le temps d'une Star Roulette. Vous préférez Star Roulette ou les étoiles Allociné? Ah bah c'est votre étoile au ciné, c'est votre. Les étoiles Allociné, on fait les étoiles Allociné, on fait les boulot. étoiles Allociné. Jingle étoiles Allociné. Comment? Tu m'as régalé. Avec des films qui vont vous faire échanger, discuter avant qu'on passe aux sorties de la semaine. Dans les étoiles Allociné, il faut signaler que cette semaine sort en vidéo Terminator Dark Fate, 6e opus de la saga Terminatoresque. Et dernier opus. 6e et dernier opus. Voilà, il n'y aura pas d'autres films a priori. Et que Jurassic World 3, c'est-à-dire le 6e des Jurassic Park, vient de rentrer en tournage avec un petit clap. Est-ce qu'il y a un clap de Jurassic World? J'avais mis normalement le clap de Jurassic World. C'est pas grave. Quel est le point commun entre ces deux films? C'est mauvais. Ça commence bien, ça finit là. Non, c'est le côté 6. Ah. Et oui.
Donc 6, donc j'ai pris le top des meilleurs épisodes 6 de l'histoire. D'accord. Ah, pas mal. C'est pas mal ça. Et dis-moi, Johan, est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir le chat pour regarder ça? Félindra, je pense que c'est possible. Est-ce Peut-on qu'on peut remettre avoir le chat, s'il vous plaît? régale. Le chat va réapparaître. On se Donc régale. le top 3 des épisodes 6 selon les notes des internautes. Et évidemment le pire épisode 6, je vous le donnerai. Je précise que dans cette liste, j'ai exclu les Star Wars, les Seigneurs des Anneaux, les Aliens et les X-Men et tout ça, c'est-à-dire les films qui des fois tournent le 6 après, avant, machin. Parce que le 6e de Star Wars, est-ce que c'est le retour du Jedi? Est-ce que c'est l'épisode 3? Tu ne sais pas vraiment. Pareil pour le Hobbit, est-ce que c'est le retour du roi? Est-ce que c'est le Hobbit numéro 3? Donc je les ai exclus. Tous ceux qui foutent un peu le bordel dans la chronologie, je les ai exclus. On prend les sagas qui se suivent. Et le 3e meilleur film, selon nos amis spectateurs, c'est Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. 3,7 sur 5. Ok. Qui est donc pas le Harry Potter le mieux noté. J'ai l'impression que c'est celui qui est un peu. C'est l'un des meilleurs bouquins et l'adaptation en fait a dû couper tellement de choses qu'elle est pas mal, mais elle est décevante par rapport au livre. De toute façon, à partir du 3, il y a vraiment des coupes. Donc, ouais, les livres sont plus gros et les films sont plus courts à chaque fois, c'est un peu compliqué. Comme souvent. J'ai l'impression que sur ce film, je ne sais pas si c'était vous, parce que vous aviez lu les bouquins par définition, je ne sais pas si Brigitte, tu les avais lus ou pas, mais en fait, quelqu'un qui ne connaissait pas les bouquins, à la fin du film, tu comprends pas bien qui est le prince de Sang-Mêlé ni à quoi ça sert. Mais non, bien sûr que non. Bien sûr. Tu regardes le truc, tu fais ouais. Je sais pas si ça vous l'avait fait pareil ou avec des gens qui ne connaissaient pas, mais moi j'avais senti plein de gens perdus. Ouais, en fait, sur ce film. Cette explication. Et donc en tout cas, c'était le 6e opus des Harry Potter. J'avais quelqu'un qui dit c'est le top des quoi? Le top des épisodes 6 des sagas. Voilà. Ouais, parce que je suis un peu tordu dans ma tête. Numéro 2, Fast and Furious. Ah ouais? 6. Ouais, je sais pas. Ouais, 3,9 sur 5. Ah bon? Donc Fast and Furious 6 se passait après le 5, par définition, après un braquage, avec Dwayne Johnson qui était à la fois à la poursuite de Paul Walker, Vin Diesel, Michel Rodriguez, pas Michel Rodriguez, en tout cas de la bande de Dominique Toretto, et qui faisait appel à eux pour arrêter Luke Evans, qui était un nouveau méchant. Et c'est à partir de cet épisode-là qu'on est parti un peu vers le Mission Impossible-like. Oui, avec une chronologie bizarre, parce qu'en fait, à la fin du 6, on découvrait Jason Statham et on se rendait compte qu'en fait, 4, 5, 6 c'était les préquels du 3. Tout à fait. Le 5, c'est celui qui se passe à Rio. Ouais. Mais je suis étonné parce que Donc du coup, en fait, c'est vrai qu'il peut pas trop rentrer dans ma liste en fait. Le 3, il est noté combien? Parce que 3,9 pour le 6, qui est pas le meilleur, là où 5 et 7 sont quand même plus sympas. Je trouve ça assez étonnant. Le 3 est assez bas dans les Fast. Non mais le 5 et 7 qui sont mieux. J'ai pas les notes, je pourrais les chercher si tu veux. Parce que 3,9 c'est quand même dingue. Je te dirai ça juste après. Je sens que vous n'êtes pas emballé par ça. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, pour le coup, c'est excellent. Pour le coup, c'est que j'en ai pas vu un. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Et pas zéro, même pareil. Ah non, mais rien. Donc je vais passer. Évite le 2 et le 3. Le meilleur épisode 6. Mission Impossible. Final Fantasy. On est sur Mission Impossible. Voilà, on est sur Mission Impossible. Mission Impossible Fallout. Bah ouais. Pour moi, Il les était très Missions bien. Impossibles sont bien, sauf le 2. John Woo. Ah ouais, non, le 2 en plus, il a mal vieilli. Je l'ai revu en fait avant d'aller voir John le 6. Woo, que je respecte, où il tape dans le sable et le flingue il vole. Enfin, John Woo, il a complètement. Alors ça, moi je le fais tous les jours ce truc-là. Ça, c'est pas un souci. Mais en fait, c'est qu'ils ont voulu en faire une espèce de James Bond, en fait, séducteur, tout ça, et ça colle pas du tout avec le film. Le méchant a pas de charisme, c'est un peu. Mais sinon, ça crescendo, c'est vrai que c'est de mieux en mieux. Et le dernier, il est. Oui, c'est le dernier. Le 6, c'est bien le dernier, ouais. Ouais, c'est le. Là, il tourne le 7 et 8. Que j'avais vu, je rappelle, parce que vous êtes tous évidemment accompagnés d'acteurs incroyables. J'ai vu le film aux côtés d'Henri et Tom. Tom Cruise, Henri Cavill. Parce que j'allais dire Henri Dess, à mon avis. Non, Henri Dess, non, il n'a pas aimé. Tu l'as vu à côté d'eux? Oui, à côté d'eux. C'était la projection de. Au Trocadéro. Tout à fait. À côté, à côté. Ils sont un. À côté. Laisse-moi causer. Il était au milieu. Est-ce que vous êtes dans le Cinoche? Bébé, il a des places. Ouais. Et du coup, j'y étais et ils sont venus pour la projection privée. Je me suis dit, on se casser. Et les mecs, non. Pourtant, ils ont vu le film 250 fois. Ils sont venus s'asseoir. Et on était à côté d'eux. Fabuleux. Et à chaque cascade, je me retournais un peu, voir si Tom Cruise regardait un peu. Et genre, il me regardait, il avait un petit coup d'œil comme ça. C'était fou. J'étais tout en disant, ouais, c'est moi. C'est bien moi. Et Henri Cavill, le seul mec qui porte un costume sur mesure trop petit. Le mec, c'est un Corée. Le mec, il a des épaules. Le mec, c'est. Mais tu regardais, en fait, son costume, les bras étaient moulés sur le. Donc, j'ai regardé un film avec eux. Tu disais quoi? Non, est-ce que tu crois que Tom Cruise, il dit qu'il a vu son film à côté de toi? Je pense qu'il s'en rend souvent. Je pense qu'il s'en rend souvent. Donc voilà, c'était pour. Alors, dans ce top, on aurait évidemment pu citer, parce qu'ils arrivaient pas très loin du top 3, il y avait les James Bond. James Bond 6, au service secret de Sa Majesté. Ok. Il y avait Rocky Balboa. Halloween 6. Ah, joli. Jason 6. Freddy 6. Saucisse. C'est pas le pire saucisse. Non, il y a pire. Je vous donne pas le pire, justement. Hellraiser 6, Resident Evil 6, Il était une fois en Chine numéro 6, Police Academy 6. C'est quand même mis. Le retour de la coccinelle.
L'épisode 6. Les gendarmes et les gendarmettes. Épisode 6. Si, l'impératrice. Alors, gendarme, je m'y connais. Si c'est pas le meilleur. Voilà. Beethoven 6. Sharknado 6. Ah oui, il y a pire. Sharknado. Il y a une note qui est moins bonne. Mais alors déjà, est-ce que vous avez un épisode 6 préféré? Sharknado. Sharknado, il peut régaler. Tu as cité. Oui, pardon, Non. Non, tu as cité Rocky Balboa, que j'ai revu récemment et qui est vraiment un grand film. Pour moi, Balboa, après le 5, évidemment, qui était le seul Rocky, à dire un peu, pour les fans, raté, même si je l'aime bien, le Balboa. Ça, c'est les raquettes de tennis. Ça, c'est ça. Et Rocky Balboa. Le virus Balboa. Balboa. Là, ça. J'ai pas voulu le faire. Non, un épisode 6 qui vous inspire? Le gendarme et les gendarmettes, évidemment. Gendarme et gendarmerie. Tu me régales. Oui, j'adore. Je crois qu'il devait y avoir un épisode 7 et que ça n'a pas pu exister parce que De Funès est décédé avant. Les extraterrestres, c'est quoi? C'est le 5e? C'est le 5e, les extraterrestres. Je crois que les extraterrestres, c'est pire que les gendarmettes encore. Avec Lambert Wilson, il faut revoir. Il est terrifiant. Pas dans le bon sens. Oui. Le Resident Evil, c'est le dernier, le 6. Ouais. Il n'y en a pas après? Alors, tu sais quoi? Celui-là, pour le coup, je l'ai vu. J'ai un pote qui a une fixette sur Anderson, sur le réal. Et du coup, il a acheté le coffret Blu-ray de l'intégrale des Transformers. Des Resident Evil. Des Resident Evil. Et du coup, lors d'un week-end, un petit peu dans la troisième partie de soirée, on a regardé le 6. Je vous le conseille. Tu m'as dit que c'est le pire truc que j'ai vu de ma vie. C'est-à-dire que déjà, les Resident Evil, c'est pas foufou. Non, mais c'est des plaisirs coupables. Mais vraiment, le dernier, c'est un clip. Il n'y a pas un plan qui va. À un moment, il y a un contre-jour, tu vois rien du tout. Il y a pas la caméra, même quand c'est un plan fixe, bouge tout le temps. C'est impressionnant. C'est une maîtrise de ce qu'il ne faut pas faire. C'est un bonheur. Alors regarde vers c'est un bonheur. Tu reviendras. Et big up à Sylvain, on passe. Moi, je reste sur Fallout. Ça me va très bien. Ouais, Mégane. Harry Potter. Harry Potter. Ah, le prince de sang mêlé quand même. Ouais, franchement, parmi tout ce qui était cité, c'est soit Mission Impossible, soit Harry Potter. Martin. Ouais, pareil, Mission Impossible. De tout ce qu'il y en a beaucoup, j'ai pas vu. Entre les Fast and Furious, les Freddy 6, Vendredi 6, j'ai pas vu tout ça. Donc Fallout, ouais. Freddy, très bien. Alors, quel est le pire épisode 6? Oh là, je l'ai pas cité. Tu l'as pas cité là-dedans. Si jamais Saw n'est pas déjà passé, c'est bizarre. C'est méchant. Ouais, c'est dur là. Tu l'as pas cité, Je t'es l'ai sûr? pas cité. Américain, film américain. Je suis sûr que c'est Film américain. une suite qu'on connaît même pas. En fait, on sait même pas. Qui est sorti en DTV. Ah ouais, déjà. Mais par un grand réalisateur. C'est pas Anaconda, non? Non, c'est pas l'Exorciste, un truc comme ça. Non, pas loin. C'est dans le cinéma d'horreur. Paranormal Activity. Non. Ah non, tu l'as pas. Vous avez C'est pas cité. bon, ça, Paranormal Activity? Non. Non. Parce qu'en fait, il y en a 5 et des spin-offs, donc je l'ai pas rentré. Ah, c'est la nonne. Non, c'est plus. Non, c'est pas Conjuring. Danone. Non. Non, c'est facile. Est-ce que le chat l'a trouvé? Non, facile. VHS, non, VHS, c'est non, est-ce que le chat l'a pas? Non, le chat VHS, il y en a pas. Le chat l'a pas. Il y en a 3. Attends, Il y en a 3. Si je vous dis Georges Romero. La nuit dans le vivant. Survival of the Dead. Ok. C'est quoi? Survival of the Dead, le dernier film de Georges Romero. Donc son 6e film de la saga des morts vivants, celui qui se passe sur une île, qui est une purge infâme. Je l'ai vu ce film. C'est quand même une purge infâme. Comme tu dis sur une île, tu sais pas d'où ça sort. Est-ce que c'est pire que House of the Dead? Ah oui, non, c'est très mauvais. Parce qu'il faut imaginer, toi qui aimes bien la BD, tu te rappelles de l'épisode de Lucky Luke où il y a les Otimines et les O'Hara, les grandes oreilles. Et ben c'est la même chose, mais avec des zombies. C'est-à-dire deux familles, il y a beau avoir une invasion de zombies et continuent à se tirer dessus, machin, alors qu'il y a des morts vivants au milieu. Des militaires zombies, non? Voilà, et tu comprends pas le film. Ça a l'air génial. Présenté comme ça, en Lucky Luke, ça donne envie. Et il y a une zombie sur un cheval, c'est vrai, nous dit. Mais après, je pense que par rapport à House of the Dead, c'est que House of the Dead, j'ai trop envie de le voir. Tu vois, alors que là, on se dit Romero, ça peut être bien. Donc c'est peut-être là aussi. Meilleur film zombie de l'histoire, on peut respecter. Bien sûr. Il a démarré comme ça, et puis après, c'est une sorte de dégringolade. Tu vois, le tyrolien au juste prix, c'était pareil. Et il préparait, pour la petite anecdote, on ne sait pas si le film verra le jour, mais il préparait un épisode 7 qui s'appelait Road of the Dead. Et normalement, c'est son assistant qui va reprendre le projet, qui était un croisement entre Mad Max et le monde des morts vivants. Et là, on reboucle avec Mad Max 2. Et la bande année, c'est pas celui où le gars, il a toujours sa caméra avec lui. Si, c'est Diary of the Dead. Qui était pas mal. Diary of the Dead. Land of the Dead, c'était très raté. Diary of the Dead, ça racontait un vrai truc. Et Survival of the Dead, si vous avez l'occasion de le voir, c'est très très mauvais. C'est dommage que Georges Romero termine sa carrière. On dirait les James Bond, ils sont comme ça, tu sais. Ouais, c'est très moyen. Voilà en tout cas pour notre petit tour des épisodes 6. On va passer. Non, on va pas avoir le temps. Ça roule à la fin. S'il reste du temps. Bah non, c'est des légendes. Je te le promets. Oui, mais après, je te le promets. Je te le promets, on passe aux sorties de la semaine. On passe
passe aux sorties de la semaine. Il faut que je m'y retrouve dans le runner. Nous avons 5 films au cinéma avant que les cinémas ferment et un film sur les plateformes à vous recommander. Le premier film, ça s'appelle La Bonne Épouse. Ça nous entraîne dans une école ménagère en mai 1968 où on apprend aux femmes qu'est-ce que c'est être une bonne épouse. Porté par Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lovski, Édouard Baird, François Berléand et à la réalisation un monsieur qu'on aime beaucoup, Martin Provost, qui avait notamment fait Séraphine. Je crois que, et j'en suis même sûr, Brigitte et Maximilien ont vu le film. Brigitte, qu'est-ce qu'on peut penser de ce film? Pourquoi faut-il attendre ce film? J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de fantaisie. C'est un film assez libre, très drôle. Moi, je pensais que c'était plutôt dans la lignée de ce qu'avait fait Martin Provost avant, du style Séraphine, donc peut-être un film pour un public âgé, on va dire. Et en fait, pas du tout. Enfin, je pense que tous les publics peuvent s'y retrouver. Il y a une sorte de sous-texte féministe aussi. Et je trouve qu'on apprend des choses aussi sur cette époque. Donc ça se passe au milieu des années 60 sur les écoles de bonne épouse qui ont vraiment existé. Donc c'est drôle, instructif, et puis on sent que les actrices se sont vraiment amusées. Donc elles poussent, le jeu est assez extrême, enfin, ça va assez dans la caricature, donc il faut rentrer dans ce délire. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça drôle et assez inattendu. Bah pareil que toi, belle surprise aussi. Je te rejoins sur le côté libre et sur le côté un peu exagéré justement, qui est aussi une façon de montrer quand même, enfin un peu un commentaire aussi sur les traditions de l'époque. Et en fait, non, le film raconte vraiment quelque chose. Vraiment, il y a un vrai fond. Le film est beaucoup plus actuel qu'on pourrait penser en se disant 68, vraiment tous les acteurs un peu en surjeu. C'est une belle surprise. Et puis il y a Édouard Baird, je pensais que tu allais faire l'idée. Oui, Édouard Baird, évidemment. Déjà, quand j'ai vu le casting, et notamment Édouard Baird, je me suis dit, bon, forcément, ça m'intéresse. Mais j'étais agréablement surpris. Ouais. Et avant de vous lancer sur une question complémentaire, on salue quand même le distributeur du film qui s'appelle Memento et qui a décidé de ne pas repousser la date de sortie. Oui. C'est-à-dire que là où plein de distributeurs ont dit on va pas prendre de risques et il y a tellement d'enjeux, parce que maintenant c'est notamment nos amis du Pacte qui disent ça. Jean Labadie, le patron du Pacte, l'avait tweeté en disant vu qu'il y a du piratage et qu'on n'arrive même plus à se rattraper sur les sorties vidéo, c'est les sorties salles qui nous permettent de sauver une année et on va pas prendre le risque. Et ben Memento a pris le pari inverse et a dit non, il faut que les gens continuent à aller en salle tant qu'elles sont pas fermées. Et donc en fait ils ont sorti La Bonne Épouse et ça va être leur plus grosse sortie de tous les temps. 600 salles, un truc comme ça, et ça marche très bien en avant-première pour l'instant. Exactement. Donc c'est quand même un geste à souligner pour nous qui aimons le cinéma en salle. Et non, une question que j'allais vous poser, parce que tu parlais très bien du film, mais quand on voit la bande-annonce et notamment le côté un petit peu décalé qu'on sent, est-ce que c'est pas potiche bis ? Est-ce que ça apporte autre chose que Potiche? Parce que là, de ce que j'ai vu des images, j'ai l'impression de revoir un remake de Potiche un peu. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ouais. Mais moi, en fait, j'y allais en ne sachant pas du tout que c'était une comédie. Donc, je me dis, ah ouais, d'accord. En fait, faut pas s'attendre non plus à une... Enfin, c'est comédie dramatique. Mais oui, effectivement, dans le côté un peu personnage haut en couleur, etc., c'est vrai que ça se rapproche, ouais. Mais c'est pas la même histoire. Ouais, moins parodique que que l'était Potiche. Puis c'est vraiment le sujet du film, moi je trouve que je trouve intéressant, c'est que il y a toute une scène où elle énumère le règlement de ces écoles de bonne épouse et c'est hyper intéressant. Tu dis mais c'est fou et tu te dis ça n'a pas existé, mais si, ça a vraiment existé. Et du coup tu apprends vraiment des choses. Ouais. Et en parlant d'apprendre des choses, j'ai appris, ça n'a aucun rapport, mais ça me fait penser à ça, grâce à nos amis de LCI, qui des fois, l'appli qui sort des news un peu sorties du chapeau, pour donc la journée des droits des femmes, que jusqu'en 2013, les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon officiellement. Oui. C'est fou ça. La loi a été abrogée en 2013. En France? Ouais. Oui, en France. fait, c'est juste un député qui fait. C'est bizarre quand même. On va pas abroger cette loi de 1800. Tu sais que ce truc-là. Non, mais c'est dingue. C'est un oubli, je crois. Voilà, ils avaient juste oublié d'abroger parce que c'était considéré comme du travestissement. En 1800, voilà, petite anecdote. Voilà. Dans La Bonne Épouse, j'imagine qu'on apprend ce genre de trucs un peu bizarres. Et ben là, j'apprenais ça ce week-end, je trouvais ça très étrange. Deuxième film à recommander cette semaine, ça s'appelle Radioactive. Je vous avais promis qu'on parlerait de radioactivité au-delà de Tchernobyl. Et c'est donc un biopic sur Marie Curie, porté par Rosamund Pike et Sam Riley en Pierre Curie. Et au-delà du portrait très important de cette femme très importante, c'est signé Marjane Satrapi, qu'on aime beaucoup, qui avait signé Persepolis. Et là aussi, Brigitte, tu as vu le film? Elle a tout vu, Brigitte. Un peu les mêmes qualités que le précédent film, c'est que là aussi on apprend des choses. Moi je dois avouer, je connaissais assez peu la vie de Marie Curie, donc c'est un biopic assez classique
assez classique dans le sens où vraiment ça reprend les grandes dates de sa vie. C'est pas focalisé sur un épisode en particulier. Donc c'est un peu Marie Curie pour les nuls parce que quand vous sortez de ce film, vous savez à peu près toute sa vie. Et là aussi, il y a un sous-texte un peu féministe parce que il y a plusieurs moments où elle aurait pu être un peu occultée par son mari. Donc on voit la Pierre Curie et donc il fait en sorte qu'elle ne soit pas dans l'ombre de son travail. Donc voilà, je trouve qu'on apprend pas mal de choses. Il y a aussi une petite touche satrapie dans le sens où c'est pas trop classique. Il y a des effets spéciaux, voilà, je sais pas trop comment on pourrait dire, mais il y a un petit truc en plus, c'est pas classique, dans vraiment un biopic purement classique. Il y a des scènes avec voilà, un peu de fantastique. Et puis Rosamund Pike qui est super. Donc non, c'est une bonne surprise, ouais. Bonne surprise. Et Mégane, toi, tu attendais ce film. Tu n'as pas vu. Oui, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais c'est vrai que j'attends ce film parce que déjà j'adore Rosamund Pike et j'attends qu'elle revienne dans un rôle assez conséquent depuis Gone Girl. Ouais. Donc je trouve que ça fait super 2014. longtemps. Ouais. C'est ça. Ça fait super longtemps ouais, et je trouve que cette actrice mérite beaucoup plus. Donc là, j'ai hâte de la retrouver. J'aime, de ce que je vois de la bande-annonce aussi, je trouve que l'univers a l'air, l'esthétique est très léchée quand même de Marjane Satrapi. C'est vraiment intéressant. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce film et puis tout ce qui est biopic sur des figures historiques super importantes. Donc là, Marie Curie en l'occurrence, ça me fascine toujours de découvrir la vie des gens comme ça et du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce film. Je vais vous quizer, toi qui as vu le film, vous le chat. Marie Curie est connue pour avoir découvert le radium et le polonium. Pouvez-vous me citer leur numéro atomique? Ah ouais, c'est comme ça. C'est maintenant, c'est comme ça. Il doit y avoir un 2 quelque part. Tu le sais, tu l'as? Non, j'ai fait Backel. Voilà. Non, tu tentes pas ta chance tu peux tenter un numéro au pif? Moi, 27, le 7. 237, Non, il n'y a pas 237. 42, non. 27. Non, Attendez, on va jouer une grille. on est plus haut que ça, Qu'est-ce que nous dit le chat? 121 et 25. Pas du tout, les gars. 000, oui. Non. Le Le polonium, c'est 84 et le radium, c'est 88. Alors 84, on les a en fait. C'est hydraulique. On en fait quoi de l'info? Rien comme ça, c'était une info un tu petit peu gratuite. l'info autour de toi. Cinéma français toujours, parce que même si c'est porté par Rosamund Pike et Sam Riley, c'est donc un film français, Radioactive, emmené par Marjane Satrapi derrière la caméra. Il y a une sirène à Paris, la rencontre entre une sirène et un crooner au cœur brisé dans un Paris un petit peu fantasmé. Devant la caméra, Nicolas Duvauchel et Marilyn Lima, qu'on a découvert notamment dans la série Scam. Et à la réalisation, Mathias Malzieu. Chanteur, mais également cinéaste. C'est lui. Je me tourne vers toi. Est-ce que l'univers de Mathias Malzieu te parle? À vrai dire, pour être tout à fait honnête, à part son univers musical que j'eus connu, parce que j'avais beaucoup écouté Dionysos, mais j'ai pas trop suivi ce qu'il a fait sur ses livres. Il a fait des livres un peu pour enfants ou des contes fantastiques. Bah ça, c'est adapté d'un de ses livres justement qu'il avait écrit. En fait, son univers cinématographique et littéraire, je le connais pas trop, donc je peux pas trop me prononcer. À part, j'aimais bien son groupe, sa musique, mais le reste, je ne connais pas trop, pour être honnête. Mais ça a l'air intéressant. Alors là, il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Il revient partout. Là. C'est le running gag. C'est un film qui peut être intéressant parce que ça va être vraiment une espèce de fable dans un Paris imaginé. Moi, ça me rappelle un petit peu le genre d'iconographie que fait Jean-Pierre Jeunet aussi. Oui, clairement. Avec ses éclairages particuliers, avec ce côté un peu décalé toujours. C'est comme si on était dans un univers parallèle. Ouais. Ça me rappelle aussi Big Fish quelque part. Enfin voilà, donc il y a quelque chose qui peut être très sympa et avec l'univers de Malzieu qui est comme ça très féerique et un peu barré. En gardant toujours ce côté très ancré dans ce qu'on appelle les chansons de rue. Donc on sent l'accordéon, mais on n'est pas sur le béret baguette de tout à l'heure. Voilà, donc je pense qu'il peut y avoir quelque chose de pas mal et d'assez poétique. Ce sera sur l'affiche. On sent l'accordéon, mais on n'est pas dans le béret baguette. J'aime assez Duvauchel, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu vraiment un bon rôle et je sais pas, ça fait longtemps. Ouais. Moi j'aime bien Duvauchel. C'est un Shape of Water à Paris en fait. C'est peut-être ce qui va jouer contre le film en salle, mais c'est qui? Et peut-être parce que je voyais le chat pas très fan de l'affiche. Voilà, peut-être ne vous arrêtez pas l'affiche. C'est vrai que l'affiche, c'est peut-être pas la meilleure affiche de tous les temps. Ça sent le Pixar. Après, il faut savoir que les affiches, en fait, c'est pas les réalisateurs qui les décident. C'est rare quand même. Je pense qu'un Tarantino, lui, a la main dessus, mais en général, c'est des équipes marketing. Et le réel, en fait, a pas la main dessus. Donc, des fois, ça ressemble pas du tout, en fait, au rendu de son film. Donc, faut pas s'arrêter à ça du tout. J'ai vu les larmes là, juste de la sirène. Il y avait un petit effet qui faisait aussi un peu Gondry. Petit côté Gondry, vite fait.
Tout à fait. Donc un vrai univers à découvrir. Ça s'appelle Une sirène à Paris. Un autre film dont Maximilien et encore une fois Brigitte, qui voit décidément tout, vont nous parler. Ça s'appelle Vivarium. Ça a été remarqué à la Semaine de la critique à Cannes, puis à l'Étrange Festival, puis à Gérardmer. L'histoire d'un couple, Imogen Poots et Jesse Eisenberg, qui s'en vont visiter un lotissement et une maison dans un lotissement et qui se retrouvent très rapidement pris au piège de cette banlieue étrange. Et ben enfin le film sort. Ça fait un lancement. Enfin le film sort, puisque donc on l'avait découvert au mois de mai à Cannes et c'est vrai qu'on ne savait pas quand est-ce qu'il allait sortir. Et c'est un film vraiment très étrange comme tu dis. Et ça me fait beaucoup penser, et c'est une référence assumée je pense, à la 4e dimension. Dans le sens où toi tu commences dans le réel et puis tu glisses dans le surnaturel. C'est bon. Et voilà, l'un des rares reproches que je ferai au film que je trouve ultra maîtrisé, c'est qu'il ne va pas au-delà de ce côté, on dirait un long épisode de la 4e dimension. Mais c'est un film qui parle un peu genre des angoisses que peuvent avoir les jeunes couples au moment d'acheter une maison, d'avoir des enfants. Tu grattes un peu le vernis du rêve américain. Le tout dans une forme, voilà, on voit un peu justement tous ces plans qui un peu labyrinthiques. Et ouais. Il y a une forme qui est très maîtrisée. Les acteurs sont bien, notamment Jesse Eisenberg qui a un rôle moins toujours stressé comme tous ses rôles, mais il parle beaucoup moins que d'habitude. Et c'est un rôle beaucoup plus sombre. Donc c'est un bon film de genre. Brigitte, toi qui as vu le film, Gotrek 7 nous dit la bande-annonce qui raconte tout. Non. Non. Non, il y a des surprises. Ouais. Non. Mais moi, je dirais simplement que c'est un film qui rend fou, mais c'est un compliment. Ouais. C'est un film hyper anxiogène, mais justement, on rentre complètement dans l'histoire et on devient fou un peu à l'image des personnages. Ouais, puis tu comprends vraiment leurs angoisses en fait, parce que autant la situation qui leur arrive, tu t'espères ne pas vivre ça, mais tu comprends ce qu'il y a derrière, le sous-texte du film, et c'est vraiment assez prenant. La manière dont vous en parlez, ça me rappelle, le sentiment que j'avais eu avec Cube, un film, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la manière dont vous en parlez, ça me rappelle un peu ces angoisses. Avec des côtés un peu plus, un point de départ un peu plus réel. Oui, d'accord. Que c'est sur un lotissement américain, c'est la banlieue américaine façon comme on voyait chez Tim Burton. Ouais. Et après tu glisses de plus en plus dans le glauque. Ça s'appelle Vivarium. Non, pardon, tu voulais ajouter un truc? Non, en parlant de Cube, il y avait un autre film Netflix, mais j'en parlerai peut-être après. Je n'aurai peut-être pas le temps. Je vous en parle parce que vous êtes les princes de Netflix. Un film qui s'appelle Plateforme. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Ah oui, tout à fait, c'est un truc. Et ça a l'air incroyablement malsain. Qui sort au mois de mars. Qui sera diffusé au mois de mars. Donc on en reparlera tout à fait. En tout cas, signaler que c'est un premier film Vivarium signé Lorcan Finnegan, un monsieur qui vient d'Irlande. Tout à fait. On termine avec un film qui nous vient de Tunisie. Ça s'appelle Un fils de Mehdi M. Barsaoui, porté par que j'écorche pas son nom, Najla Ben Abdallah et Sami Bouajila. Le pitch, un couple avec leur fils qui se balade dans l'arrière-pays tunisien, famille aisée. Un acte de terrorisme, le fils est gravement blessé. Le sujet épatant le terrorisme, que la manière dont la blessure du fils et le fait qu'il faille la soigner dans un hôpital va faire éclater des vérités au sein du couple. Et en fait, c'est un peu comme le film Une séparation, c'est que ça raconte un pays à travers un fait divers et une histoire extrêmement personnelle. Et toi, je sais que tu aimes beaucoup Sami Bouajila. J'aime beaucoup Sami Bouajila, qu'on a vu dans plusieurs films, Indigène, Embrasser qui voudrait, comme je disais tout à l'heure. Et Omar Mathieu, c'était Omar Mathieu. J'aime beaucoup le pitch. Je trouve que, comme tu dis, ça rappelle une séparation. Et Sami Bouajila, que j'ai toujours bien aimé. Je trouve que c'est un très bon acteur. Il a eu un prix pour ce film d'ailleurs à Venise. Oui, tout à fait. Il a pris. Tout à fait. Et le film est vraiment intéressant. Donc ça s'appelle Un fils. Et avant de passer au mur des légendes, un dernier petit mot. Je crois que c'est Maximilien qui a vu le film. Spencer Confidential, qui est sorti la semaine dernière sur Netflix, film de Peter Berg avec Mark Wahlberg. Ouais, en fait, ils bossent beaucoup ensemble en ce moment parce qu'ils avaient fait Water, ils avaient fait Du sang et des larmes. Et c'est donc un film policier, c'est adapté d'une série de romans sur le personnage de Spencer. Donc là, il enquête en fait sur une affaire de meurtre qui cache en fait une histoire de magouille derrière ça. Et on est entre le film policier. Alors l'affiche fait très buddy movie. Le film n'est pas tant que ça, parce qu'en fait, il collabore avec le mec qui héberge son père alors que lui sort de prison. Et le film est pas mal et en fait ça va bien dans le sens de ce que font Peter Berg et Mark Wahlberg qui généralement adaptent des histoires vraies. Ils avaient fait Track à Boston notamment sur les attentats au marathon de Boston. Très bon film. Là c'est pas une histoire vraie mais c'est un film policier grâce auquel il parle un petit peu de la corruption de la société américaine, des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques. Donc je trouve qu'il y a un malentendu sur Peter Berg. On dit c'est juste un immense bourrin, mais c'est un peu un bourrin, mais Battleship, vaut mieux ne pas regarder ça et regarder des trucs comme Spencer Confidential, Track à Boston, Le Royaume, où vraiment il mêle l'action et un commentaire social. Et là, c'en est l'illustration et c'est plutôt efficace malgré quelques longueurs. Royaume et Track à Boston, Le Royaume, j'aime beaucoup. J'ai adoré, les deux films, j'ai adoré. Et Very Bad Things
C'était Peter Berg ou C'était Peter Berg. Si, c'est le premier film. Avec la phrase au-dessus, la loi a des limites, mais pas eux. Mais ce qui était vraiment. Ouais, ça c'est à voir sur Netflix. Voilà pour les sorties de la semaine. Vous voyez que les ardoises se distribuent en plateau. Pourquoi ? Parce que c'est l'heure du mur des légendes. C'est maintenant. On désactive le chat et on joue au mur des légendes. Come on. Oh, yeah. Le mur des légendes, c'est donc mené par Martin et vous commencez à connaître. Mais on répète si jamais il y a des nouvelles et des nouveaux venus sur cette émission. Est-ce qu'il y a des feutres ? Il faut se passer. On va passer les feutres. Je suis pas très grave. vous les passez de toute façon. Donc un film à découvrir avec 10 images de la moins évidente à la plus évidente. Au moment où on trouve, on note, on marque le nombre de points en fonction. C'est parfait. C'est un système qui roule. Tout est dit. C'est un système qui roule. Comme chaque semaine, il y en a 2 et je dirais de manière assez objective que le premier est un peu plus facile que le deuxième. On verra bien, je pense. Je sais, on verra. Le deuxième m'a l'air plus, le premier m'a l'air plus accessible. C'est parti, première image. On va regarder. Évidemment, nous sommes à 10 points. Le chat, on vous encourage à trouver avant le plateau, ce qui arrive souvent. Mais avec cette image, et je l'ai. Je l'ai aussi, ouais. Non, moi non. Mais si, je l'ai aussi. Il y a eu bluff de Max. Oui, je tente la première. Bah écoute, on sait jamais. Est-ce que tu peux dire c'est bon ou pas ? Je ne dis rien, tu me connais. Non, je garde le suspens. T'as le droit de dire. Mais je te dis pas. Mais tu m'en mets, t'es un mauvais genre poker. Ça a été trouvé déjà. Ça a été trouvé sur le chat à la première image. Et peut-être toi. Sûrement moi. Au chat, c'est qui ? Dans le chat, c'est qui ? Migoche. Bravo. Applaudissements. Mais effectivement, je dois rendre à Genius, qui appartient à Genius, tu avais trouvé avant, puisque tu as la bonne réponse. Oui, c'est beau ça. Parce que je veux faire un star roulette, donc je me dépêche. Pour ça, j'essaie de. Excuse-nous. Ah, incroyable. Ouais, bon là, pas évident. 8, on peut passer comme ça, oui, effectivement. Est-ce que cette épicerie vous rappellerait éventuellement Cette épicerie vous cette rappelle petite non. Est-ce que le chat là, je vais voir. Normalement, avec le ketchup, vous devriez trouver, mais. Le ketchup. Non, je dis n'importe quoi. J'ai vu Max regarder le film. Je vais dire le chat là, 7 mais points. Vu qu'ils ont vu le truc. Là, j'ai pris un risque. Ah Ouais. Si. Attends. Quoi ? Si, je tente. Vas-y, je vois ce que. Ah, je vais T'as pris un risque tenter. là, Ouais, j'ai pris un risque. Là, t'as mis Mais ça m'a l'air facile, pas là. mal chez. Oui, ça m'a l'air pas mal chez Johan. Ça m'a l'air pas mal du tout. Par contre, comment t'es trouvé sur la Mais gars, je peux première pas savoir, je Respect. ne Je vois suis pas. excellent, je te dis. Je suis excellent. Ah si, je Si, sais si, pourquoi. tu sais. Je sais pourquoi. Tu sais pourquoi 6 points, s'il vous plaît. Je viens de remettre. Je sais pourquoi cette image m'avait marqué. Est-ce Ah que merde, ce attends. pins vous rappelle Mais papa. Oui, non mais ouais, tout à fait. Bon, Non, Brigitte je me suis plantée, je crois. n'est pas. Menro non plus, mais Max. Je connais, le bas, Ok, je me dis quelque bon, chose. on passe à Qui a- 5. qui a un peu d'avance grâce à sa performance sur ton jeu Ah, bizarre. là, Ton il jeu est- bizarre. À moins de faire 2 x 10, il nous bat. Cela Non, dit, là, alors là- l'écart se réduit. Ah bah non, bah si, Bah l'écart non. se réduit parce que, bah si, il trouve toujours pas. Moi, j'ai rien trouvé tout à l'heure. Oui, mais là, t'es à 10. T'es à 10. Ah, Et mais là, là- on est déjà à 5 points. Et on passe à 4. Ouais. Si, là, ça y est. Ah, bien sûr. Là, c'est bon. Ouais. Brigitte. Megan, c'est pour toi. Ce Non. projecteur. Non, je me Là suis plantée. Menro, non. En cas, on passe à 3. Brigitte, c'est pour toi. Je me suis plantée. Oh là là, non. Non, ce collage, non. 2, bah 2, vous allez. Ouais, c'est effectivement le badge. Avec la musique C'était pas magnifique. évident. La 2 n'était pas non plus évidente, mais je me suis dit, cette lune aussi grosse. Je vous donne des petits indices. Non. Bon, à 1 point, c'est cadeau. Ah, ouais. Je l'aurais pas eu du C'est tout. toujours ce qu'on fait quand on trouve pas. On fait ah, c'est la Musique. déception. Non, non, Musique mais- de Philippe Glass, hein, magnifique. Certainement. Ouais. Sublime musique. C'était Sublime musique de Philippe effectivement Glass. de Truman Show. Bien, ouais, Et donc avec Johan, Bravo. pourquoi ? Parce que là c'est la caméra qui t'a choqué. Voilà, en fait, c'est il qu'en fait, regarde la caméra. depuis qu'il est bébé, il est Ouais. filmé depuis qu'il est né. Ah. Et donc en fait, quand tu vois l'histoire. le mobile Ouais. de son berceau, c'est une caméra et il regarde la caméra comme ça. D'accord. sans savoir ce que Ouais. c'est. Bien joué. Et- 10 Bravo. pour. Bravo, Je sais pas, bravo. je t'emprunte ça. Vas-y, vas-y. 10 pour Genius. 16. Et pour Migoche 10 Pour Migoche. Migoche, fan de Willow, je pense. Ouais. Confirme-nous ça dans le Oui, chat, il y a de- Migoche, mais je Ouais. pense que tu as vu Willow. Ouais, il y a de fortes chances. Il y a de fortes Ou chances. alors il écoute Et Migos. c'est pas le plus sympa, Ouais. Migoche. L'écrit mal. C'est pas le pire, mais c'est pas le plus sympa. C'est ça. C'est le best friend, mais bon. Voilà, c'est ça. Mais faut que j'y aille, quoi. C'est ça. Bah, deuxième mur des légendes, et celui-là, je pense qu'il va être un peu plus dur, même si le premier n'était pas évident. Le Oh, chat. tu Very régales. bad trip. Si le chat trouve avec Est-ce ça, que c'est une Ça pourrait Corona être ça. Est-ce que c'est une dédicace au Attends, coronavirus va savoir. Je serais capable, après ce que j'ai fait tout à l'heure, je suis capable de tout. Ok, personne, ni le chat, on passe à 9. Encore un Je vois enfant. rien là. Ah, je vous l'ai dit, je l'ai corsé. Je vous avais dit que j'avais Ah, corsé. c'est plus dur que le. Oh, merde. C'est rare que le chat Ah, ne l'ait t'as pas dit quelque chose. sur les 2 premières. Ah, tout à fait. On passe à 8. Tu l'as corsé. Hein, je l'ai corsé. Il est Ah, corsé, il est corsé. Ah bah oui, je vous ai pas menti. T'as régalé là, hein. T'as régalé. Hein. En même temps, le film est très connu, bien sûr. Bien sûr. On passe à 7. Attends. Je rappelle évidemment que dans le mur des légendes, Si, je ne si, fais si. jamais moi-même. Ah, de... Je ne fais jamais Si. de gros plans. Je précise aussi au Si, chat. ça. C'est toujours Ah oui. des Ah, captures d'accord. d'écran. Ouais. Est-ce que ça Est-ce qu'on a apparaîtra. tous vu ce film Ah, je pourrais pas l'assurer. Ça a été trop En tout cas, qui l'a vu? Le chat, c'est
Jean Tricotti a vu le film. Et il s'en souvient bien. Et c'est le nom de Vincent Cassel dans Westworld. Ah ouais. Incroyable. C'est un si, la fourmi là. 6 points. Putain, merde. 6 points, ça va se préciser car nous avons du split screen dans ce film. Nous avons du split screen. Chier. Ah, tu l'as aussi Hein Tu l'as aussi Je le tente. En split screen Ok, comme c'est ça. trouvé chez Genius. Voilà. Je sais que je l'avais la fourmi. Bien joué. On passe à 5. Putain, je suis excellent mais pas si excellent. Oh la vache, mais c'est quoi ça? Alors quand même, Scooby-Doo. Alors oui, je n'ai pas marqué Scooby-Doo 2, ça va pas déconner. Scooby-Doo dans une grotte quand même. C'est marrant, j'allais dire tout à l'heure que j'aime Dans beaucoup une ce film. grotte. J'y ai repensé tout à l'heure, mais qu'il n'y a pas Vous allez trop, comprendre à la fin pourquoi il y a Scooby-Doo dans une grotte. 4. Là, on commence sur les Ah persos oui, bien du sûr, film. bien sûr. Bon, je pense que... Mais les bières, si, parce que c'est pas con les bières. Hein C'est pas con les bières. Ouais. Bon, après, trouver sur les bières, c'est quand même chaud. Brigitte, Oui, Megan, bien sûr, Menro, bien sûr. personne, Yoann non plus Non, non d'ailleurs. plus, non plus. Le 3 points, vous avez pas, c'est... Ok. Oh putain. Ah. Pardon. Ça y est. Pardon. Non, mais ça fait ça, t'inquiète. Alors vulgaire. c'était pas le titre du film, mais oui, c'est bien. Oh, ça pourrait. Un couteau suisse. Ah merde. Ah bon, Ça pourrait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un couteau suisse C'est un Couper. couteau suisse. Oui, On peut mais couper couper des- quoi Couper Imagine- des choses. Alors celui-ci, il marche par association avec ce qu'il y a eu avant. Et si on se coupait pas Je l'ai pas vu, moi. ça. Ah bah oui, non mais j'avais dit que c'était pas sûr que tout le Moi, monde... c'est j'adore pas- ce film qui a pas plu à tout le monde, mais j'adore ce Ah, film. moi, j'ai trouvé pas mal il fait quand même. y a J'adore. une scène qui est quand même particulièrement... Oui, c'est, les gens sont partis d'ailleurs avant la fin. Les deux jeunes filles qu'on voit là, c'est celles qu'on a vues sur l'image 4. Avec donc, Jane. Ouais, en fait, moi, c'est elle que ce soit elle que j'ai connue. que James Franco rencontre au début Jesse- du film. James Et donc me c'était régale. 127 heures effectivement de Danny Boyle. Bien. Je trouve que joué. c'est pas la réelle de ce film et je peux l'ambiance, c'est quelque chose que Mais en plus, j'adore. même lui, c'est un one-man show quand même qui fait. Ah, j'adore. il peut pas faire autrement. C'était un peu ton jeu là, j'ai l'impression. J'ai régalé. T'étais Une minute, régalade. ce mur des légendes, c'est dans le Star Blade. Non, en plus, ce qui est fou, c'est que vous vous souvenez quand il a été nommé aux Oscars, c'était la fois où il animait avec Anne Hathaway. Où il était- C'était où il une était- catastrophe. où il était foncé. Il était Il foncé était pas jusque. bien. Mais j'aime bien ce film. Bon, voilà. Eh bien- etc. Donc c'est Genius qui Oui. remporte tout, Bravo. qui remporte l'émission. Et non, Bah non, et il a devant, parce il qu'il y a a la tellement- clause Menro qui fait que les points du premier jeu sont multipliés par 2. Et Ah Max a tellement géré le Parce premier que Sinon, il n'y a pas Bah, de. depuis Avec quand les Barbie, ça. on finit à 23 contre 16. 23. Ah non, mais attends, non, t'avais marqué. Non, c'est ça, 23-16. C'est quoi, c'est quoi cette règle de. Au début, Et là, t'as c'est plein une de pièces, super t'as plein de règle, j'ai points. envie de vous dire. Ils permettent, au lieu de gagner un point à chaque fois, tu gagnes 2 points. à Max chaque reprend son titre après 2 semaines de Genius. Eh ben, magnifique. Merci beaucoup pour ce jeu. Merci à vous pour vos conseils Non, mais c'est un cinéma et séries, vos coups de cœur, vos tops, vos flops, etc. etc. C'était très cool. Juste régalé. après l'équipe du récap, les zinzins sur Miss Beats, la Discord sur les 3 ans de le stream, parce que le stream a 3 ans. Oh, et ça, c'est important. demain. Bravo. Demain, on va se régaler. Et donc, ça sera demain matin dans le matin. Des bougies à souffler, tout ça ou pas? Alors, toute la journée, mais c'est surtout le soir. Demain C'est soir, surtout je le peux dire, soir, gros stuff le soir. Et le matin. Ouais, on faisait une petite émission un petit peu sympathique en adaptant Les Amours. Voilà. Pas mal ça. Ça s'appellera Les Amis. Excellent. Voilà. Eh On va ben, vous en parler dans le récap juste après. Bon anniversaire au Excellent. stream. Merci de suivre le stream et Allociné l'émission, parce que si vous ne regardez pas, on ne sert pas à grand chose. Le chat Allez au t'a cinéma, tant qu'ils sont ouverts. Regardez des séries. À la semaine prochaine.